Et normalement, on est bon. Je crois qu'on est en live, le son est bon, je crois que ça marche. Et bah du coup, on est parti. Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle actu du jour. On est le 17 février 2026 et on se retrouve en live pour parler de l'actualité football. On va parler des matchs de la veille. Il n'y avait pas grand chose, hein. Un petit match de FA Cup, un match de Liga, un match de Ligue 2 et de Serie A. Et on pourra aller directement sur les matchs de ce soir. Ce soir, on aura les premiers matchs de barrage de Ligue des Champions. On aura le Monaco Paris Saint-Germain, Dortmund Atalanta, Real Madrid Benfica et Galatasaray Juventus. Donc on va pouvoir discuter de tout ça ensemble. Lors de la deuxième heure, on discutera évidemment des dossiers chauds dans l'actualité football. Comme d'habitude, en ce moment, l'Olympique de Marseille est bien présent dans l'actualité. On parlera aussi du match entre Monaco et le Paris Saint-Germain. Un peu de football féminin sur la sélection de notre cher sélectionneur français. J'ai même plus le nom de Laurent Bonadei qui devra choisir entre certaines filles. Et après, on aura toujours l'actu Ligue 1 avec tout le mélodrama autour de Nicolas Taverneau qui quitte LFP Média. Donc voilà, bienvenue à tous. Pour ceux qui sont sur le live, n'hésitez pas à mettre des likes, hein, comme ça on sera de plus en plus pour discuter football. Si vous avez des sujets à lancer, n'hésitez pas aussi. Ceux qui sont sur TikTok, n'hésitez pas à me suivre. Ceux qui sont sur Twitch, vous pouvez voir mon écran. Et vous aussi, n'hésitez pas à me suivre et à venir discuter sur ce live. Et bien sûr, vous avez la chaîne YouTube et tous les réseaux sociaux à Trick.fr. N'hésitez pas à venir vous abonner. Donc voilà, on va pouvoir démarrer tranquillement. Je regarde, il n'y a pas énormément de monde. Mais on va pouvoir démarrer tout de suite. Donc on va commencer sur les matchs de hier soir. Donc on avait le dernier match de ces 16e de finale de FA Cup entre Macclesfield et Brentford. On va le checker rapidement. Victoire de Brentford, hein, donc l'équipe de Première Ligue, qui s'est imposée difficilement quand même avec un but contre son camp de Iscott, hein, le joueur de Macclesfield. Et donc du coup Brentford qui passe pour les 8e de finale de cette FA Cup. Bon voilà, il n'y a pas énormément de choses à dire sur ce match. Je crois qu'il n'y a toujours pas les tirages. Ah si, on a les tirages pour les 8e de finale de cette FA Cup. Donc on va les regarder ensemble. Il reste pas mal d'équipes de Première Ligue. Et on a quand même une ou deux équipes de Championship. Alors, qu'est-ce qu'on aura pour ces 8e de finale de FA Cup? FA Cup, hein, le plus vieux tournoi de l'histoire du football quand même. Donc c'est toujours intéressant à suivre. On a Fulham Southampton. Newcastle Manchester City, ça sera l'affiche de ces 8e de finale, hein. Newcastle qui s'est imposé contre Aston Villa et Manchester City qui avait sorti Salford. On a West Ham contre Brentford du coup pour le match de hier soir. Et on a Arsenal contre Mansfield. Et Liverpool qui jouera contre les Wolves. Donc on a encore deux équipes de Championship dans cette FA Cup. Voilà pour ce match, il n'y a pas énormément de choses à dire. On va peut-être checker la compo pour voir s'il y avait un ou deux joueurs que l'on connaît. J'ai pas l'impression, hein. Bon, c'est une équipe classique de Brentford, même si devant c'était pas Igor Silva, il me semble, l'attaquant numéro 1 de cette équipe. Mais bref. Donc voilà, victoire de Brentford, on va passer. Il y avait un match de Liga quand même, il y a le Barça qui jouait, et la surprise quand même de ce match de Liga, c'est que le Barça a perdu contre Gérone, hein, les deux clubs catalans. Donc victoire 2-1 de Gérone, en plus avec le français Thomas Lemar qui a marqué contre le Barça. Lamine Yamal a manqué un penalty. Et après, c'est Beltrán qui a donné la victoire à cette équipe de Gérone. Donc le fil du match, on va un peu le récapituler. Déjà, on va regarder les compos. Côté Gérone, c'était un 4-5-1 présenté par Michel, le coach espagnol, avec Gazaniga dans les cages. On le rappelle, Marc-André Ter Stegen est blessé pendant encore 2 mois, il me semble, hein, qui s'est fait opérer, je ne sais plus exactement, je crois que c'est du dos. Après, l'arbitrage était douteux. J'avoue que j'ai pas vu. J'ai pas vu au sujet de l'arbitrage. Je crois que Hansi Flick en a parlé concernant ce match et son arbitrage. Donc on ira checker juste après. Il me semble que j'ai sélectionné un article par rapport à ça. Mais en tout cas, le 4-5-1, donc Casaniga dans les cages, Martinez à gauche, Daley Blind, Victor Reis en défense centrale, Rincon à droite. On avait Gilles aussi en milieu gauche, ce milieu à 3
avec Martin Witsel, l'ancien de l'Atlético, l'ancien du Borussia Dortmund, hein, international belge, et Thomas Lemar, le français, hein, donc qui a quitté lui aussi l'Atlético et qui a marqué, hein, ça faisait un moment qu'il n'avait pas marqué lui aussi, il me semble. Et après, on avait Tsigankov à gauche avec Vanat en pointe. Le 4-3-3 d'Hansi Flick. Retour de Rafinha quand même. À noter, on avait Juan Garcia dans les cages, Jules Koundé à droite, Koubarsi, Eric Garcia en défense centrale, Gérard Martin à gauche, Daniel Mo, De Jong, Firmin, un milieu que l'on voit de plus en plus du côté du Barça, Lamine Yamal en attaque, Ferran Torres, Rafinha. Donc on peut dire que c'était l'équipe type du Barça, juste aller rentrer au Baldé et rentrer à la 63e minute. Pardon. Lewandowski est rentré, n'a pas fait une grosse entrée, à Rojo non plus. Après, au sujet de ce match, honnêtement, vu que j'ai pas encore vu le résumé, hein, j'ai à peine de me mettre sur l'ordinateur, je sais pas exactement, je sais pas ce que vous avez pensé pour ceux qui l'ont vu de ce match. Est-ce que c'est vraiment un vol? Et est-ce qu'on peut m'expliquer juste l'arbitrage douteux, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comme ça, on va pouvoir en discuter. Au niveau des stats, hein, 2,71 d'XG pour Barcelone, 2,86 pour Gérone. La possession de balle, hein, 71% côté Barça. 27 tirs, 4 cadrés, donc une mauvaise réalisation de la part du Barça. 13 tirs, 9 cadrés pour Gérone qui s'est imposé. Et après, on voit quand même une assez grosse domination du Barça, mais qui n'a pas été très précis. 7 arrêts de Juan Garcia, 4 pour Gazaniga. Donc le match, on le rappelle. Première mi-temps, fin de première mi-temps, Lamine Yamal qui rate un penalty. C'est Koubarsi qui vient ouvrir le score pour le Barça, donc 1-0 à la 59e minute. Thomas Lemar vient égaliser 2 minutes après. Et après, c'est Beltran qui donne la victoire à Gérone pour cette victoire 2-1. Et Roca qui s'est expulsé à la fin du match. Est-ce que, peut-être je vais aller sur Twitter pour voir s'il y a... pour voir les réactions sur l'arbitrage contre le Barça. Est-ce que vraiment il y a eu un scandale ou il n'y a pas eu de scandale? En tout cas, dites-moi dans le live ce que vous en pensez sur le chat. Bon, ça, c'est la saison dernière, j'ai pas l'impression. Bon, je sais pas exactement ce qui s'est passé, on verra ça plus tard. En tout cas, au niveau du classement, du coup, le Barça qui est passé deuxième de cette Liga, hein, le Real Madrid, hein, qui s'est imposé ce week-end contre la Sociedad. Exactement, avec le doublé de Vinicius, hein, 4-1. Le Barça qui est deuxième à 2 points d'écart avec le Real Madrid. Donc mauvaise opération pour les Blaugrana. Et Gérone qui est 12e, hein, dans ce ventre mou de Liga avec 29 points. Qui est à plus de 6 points des places européennes. Donc vraiment la mauvaise opération, c'est côté Barça. Et cette défaite. Donc on verra ce qui se passera pour ce week-end. Le Barça ce week-end joue contre l'Éventé, donc ils auront l'occasion de se relancer. En plus, ça sera au Camp Nou. Après, ils affronteront quand même Villarreal à la fin du mois de février. Et il y a encore ce match retour de Coupe du Roi contre l'Atlético Madrid. On rappelle, hein, le Barça avait perdu 4-0 cette semaine contre l'Atlético Madrid lors de cette demi-finale. Dites-moi du coup, vu que la course au titre est toujours lancée dans cette Liga, le Real, ça faisait un moment, ils étaient à un point d'écart avec le Barça. Qui vous voyez champion? Je me souviens qu'on avait fait un peu comment on appelle ça? La prédiction, le prono. Il y a quelques temps, on avait tous un peu mis le Barça. Mais bon, au final, le Real n'est pas si loin de décrocher ce titre en fin de saison. Voilà, dites-le moi dans le chat s'il y a des gens qui sont présents. Et sinon, on va pouvoir continuer. Il y avait de la Ligue 2. La Ligue 2 avec le premier de Ligue 2 contre le dernier. Donc Bastia contre 3. Et ça s'est fini sur un vieux 0-0. Donc voilà, pas de but. Hein. Donc on va pouvoir passer rapidement. On rappelle, 3 était sur 3 défaites d'affilée. Bastia est en difficulté dans ce classement de Ligue 2. Au niveau des compos, on avait bien le jeune crack de 3, hein, Mathis Détourbé. On avait Chavalrin, l'ancien de Ligue 1. Et après, côté Bastia, hein, c'est quasiment l'équipe classique. Côté 3, on n'a fait qu'un seul changement lors de ce match, donc c'est peut-être ça qui leur a coûté la victoire. Pourquoi avoir fait ça? Bonne question maintenant qu'on a le droit de faire 5 changements. Donc,
Voilà, match nul, honnêtement, il y a pas eu de but, il y a pas grand-chose à dire. Donc 3 défaites d'affilée plus un match nul pour 3 qui est toujours premier de cette Ligue 2 avec 42 points. À 2 points de Reims qui en a 40. Et après Bastia toujours dernier avec 17 points, qui reste sur 3 matchs nuls d'affilée mais pas de victoire. Et qui est toujours à 5 points. 5 points de cette place de non relégable. Voilà pour ce match de Ligue 2. Il nous reste juste un match à checker entre Cagliari et Lecce. Là aussi, on va passer très très rapidement. C'était un match de bas de tableau de Serie A, donc pas le plus intéressant. Victoire de Lecce, 2-0 contre Cagliari, du coup avec des buts de Gandelman, Ramadani. Au niveau du classement, on le voit. Lecce est 17ème avec 24 points et du coup Cagliari 13ème avec 28 points. Donc il y a 4 points d'écart entre les deux équipes. Lecce qui se donne comment dire, du souffle. Il y a toujours 3 points d'écart avec la Fiorentina, donc il y a un tout petit matelas quand même. Donc on verra ça pour la suite de ce championnat de Serie A. Bon, honnêtement, il n'y avait pas énormément de choses, hein. Il y a le championnat brésilien qui reprend petit à petit, hein. On se rappelle, hier, on a parlé de Neymar qui a failli avoir une grave blessure. Au final, il a pu finir le match. Donc le championnat brésilien va reprendre petit à petit, on s'y intéressera. Et après, au niveau des autres matchs, j'ai pas l'impression qu'il y avait grand-chose. Championnat lituanien, malaisien. Donc on va passer un peu tout ça, on va aller directement sur nos matchs de Ligue des Champions, c'est un peu notre actu, ce dont on veut parler aujourd'hui évidemment. Euh, donc les matchs de Ligue des Champions, les premiers huitièmes de finale, ouais, les seuls même, c'est même pas des huitièmes de finale, je dis n'importe quoi, c'est les matchs de barrage. Donc je le répète, Galatasaray contre la Juventus, Benfica contre le Real Madrid et Dortmund contre l'Atalanta. Et évidemment le match entre les deux équipes de Ligue 1, Monaco et le Paris Saint-Germain. Alors Paris-Monaco, on le fera en dernier parce qu'on a pas mal d'articles dessus aussi. On va aller sur ce match entre Galatasaray et la Juve, on va essayer de voir les forces en présence, peut-être checker quelques stats, hein. S'il y a quelque chose d'intéressant. Donc déjà, ça sera à Galatasaray, donc un match aller en Turquie. Ça va pas être facile pour la Juve, eux, qui ont perdu ce week-end contre l'Inter. Et la Juve est une équipe assez inconstante quand même. Donc ça va pas être de tout repos pour les joueurs de Luciano Spalletti. Donc côté Galatasaray, les absents, on aura Batalci, Gunner, Gourpouz, Gutucu, Mario Lemina, Naga et Uni Aie. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Bref, voilà. Et côté Juve, Jonathan David, Holm, la recrue de cet hiver, Arkadiusz Milik, porté disparu et Dusan Vlahovic, hein, toujours blessé, hein, je crois qu'il en a pour un moment. Au niveau des compos probables, donc on sait que Luciano Spalletti joue avec ce 4-2-3-1. On en a parlé il y a la semaine dernière, il me semble, samedi ou quelque chose comme ça, sur sa tactique de début de match aussi, de mettre 8 joueurs sur la ligne médiane et de garder que 2 joueurs en retrait. À voir si cette fois-ci ça va marcher contre Galatasaray. Donc là, on nous propose cette composition probable avec Di Gregorio dans les cages. La défense centrale, Bremer Kelly, normalement ça devrait être, ça devrait être présent, hein, c'est la défense classique. Cabal à gauche, ça pour le coup, ça sera à vérifier. Kaloulou sera sûrement à droite. Et au milieu de terrain, Kefren Turam, est-ce qu'il sera blessé ou pas? À voir avec Locatelli au milieu de terrain. En attaque aussi, là on nous propose Loïs Openda, Makini, Yildiz, Conceição. Est-ce qu'on aura possiblement Makini sur le côté, Conceição sur le banc? Et Loïs Openda, on sait que Loïs Openda joue pas mal en Ligue des Champions. Donc est-ce que ça sera lui le titulaire? Possiblement, est-ce qu'on verra? Je ne sais pas s'il est inscrit, normalement il peut être inscrit dans la liste de la Ligue des Champions. Donc Jérémy Boga aussi sera possiblement présent titulaire contre Galatasaray. Ça reste des choses à suivre, hein. De toute façon, on en reparlera demain, je le rappelle, hein, tous les matins, on est en live 10h midi pour l'actu du jour. Côté turc, on aura Chakir dans les cages, Jacobs à gauche. C'est la composition probable de Flashcore, hein. Pour ceux qui ne voient pas l'écran, qui sont présents sur TikTok, n'hésitez pas à aller sur Twitch.
On aura Bardakci en défense centrale, accompagné de Davinson Sanchez, hein, l'ancien de Tottenham, Salah à droite. Au milieu de terrain, Torreira Gundogan, alors là, ça devrait être du classique. Leroy Sané devrait être présent, que ce soit à gauche, à droite ou en pointe. Il y aura normalement Victor Osimhen, donc il n'y a pas de souci. Yilmaz à droite et Gabriel Sarra pardon, en numéro 10. Donc on verra si ça sera la compo du coach de Galatasaray, dont je ne me souviens plus le nom. Bref, donc on verra. Au niveau des pronos, on regarde sur les bookmakers déjà. Au niveau des bookmakers, c'est la Juve qui est favorite, hein. On rappelle la Juve qui a fini 13e de cette phase de Ligue des Champions. Galatasaray 20e. La Juve qui a quand même plus d'expérience, mais bon, match à domicile contre Galatasaray. Est-ce que vraiment ça sera une victoire des Juventini? Est-ce que vous avez un prono dans le chat? Dites-le moi. Je vais pas être très, très bon sur les pronos cette semaine. Donc, est-ce que je vais m'y risquer aujourd'hui? Après, c'est un peu ce qu'on aime. Euh, J'essaye de réfléchir en même temps que je vous parle. Dites-moi hein, si vous avez vos pronos. 44% de win probability pour la Juve, je trouve ça assez énorme. Euh, Moi, je dirais bien un match nul entre les deux équipes quand même. Un match nul, un petit 1 partout, avec un but de... Ah, un but de qui? Un but de Makini, non? Ou de Yildiz peut-être? Makini ou Yildiz côté Juve, et après Victor Osimhen, je dirais, côté Galatasaray. Donc je mettrais un match nul, un but partout. En tout cas, ça sera en rediffusion, donc vous aurez la rediff pour voir si je me suis trompé ou non. De toute façon, on en rediscutera hein, des résultats de ces matchs. Donc voilà, je dirais match nul entre Galatasaray et la Juventus de Turin. On le rappelle, hein, c'est des matchs aller-retour. Benfica Real de Madrid. Donc le match avait déjà eu lieu lors de la dernière journée de la phase de Ligue 2. Benfica s'était imposé 4-2. On se souvient avec ce but de Troubine. Avec ce but de Troubine hein, qui avait éliminé l'Olympique de Marseille lors de cette Ligue des Champions. Salut Youssouf, bienvenue sur le live. Merci en tout cas pour les likes dessus. Bienvenue, je ne sais pas si tu connais le principe, en tout cas tous les matins on est en live 10h midi sur TikTok et Twitch. On parle des matchs de la veille, là on l'a fait rapidement, il n'y avait pas énormément de matchs hier soir. Et on fait nos petits pronos pour les matchs de ce soir de Ligue des Champions. Et après on fera une petite revue de presse. Donc voilà, si tu as des choses dont tu veux discuter sur le chat, n'hésite pas. Euh, N'hésite pas, mon cher Youssouf. Donc on était sur le match Benfica-Real Madrid. Donc, une élimination pour le Real en Ligue des Champions lors de cette phase de barrage déjà, qui sont en phase de barrage. C'est, comment dire, on va pas dire un scandale, mais on sait que c'est préoccupant pour les dirigeants du Real Madrid. Donc il faut à tout prix qu'ils se qualifient, sinon ça peut être très vite la crise, sachant que le Real est en mauvaise posture en ce moment, hein, pas mal de remue-ménage entre Mbappé, les coachs, Florentino Pérez, enfin tout ce qui se passe, hein, toute l'actualité du Real que l'on connaît. Euh, donc concernant cette équipe, ça sera possiblement ce 4-4-2 présenté par Alvaro Arbeloa, avec Courtois dans les cages évidemment. Heusen, Rudiger, est-ce que ça sera bien lui? De toute façon, Asensio est suspendu. Bellingham est blessé, Eder Militao et Rodrigo aussi sont suspendus. Donc est-ce qu'on aura Rudiger ou possiblement David Alaba, hein, qui est revenu, qui a joué lors du dernier match? Trent Alexander-Arnold qui est revenu, moi j'aimerais bien le voir et qu'il fasse un bon match, hein. C'est un joueur que j'aime beaucoup hein, quand il était du côté de Liverpool, même si on sait que c'est un peu comment dire, une cracotte en défense un peu, mais j'aime beaucoup ce joueur, donc j'espère qu'il sera titulaire et capable d'assurer. Au milieu de terrain, donc on a l'habitude. Alors, c'est un peu un milieu de terrain bizarre de la part de Alvaro Arbeloa qu'on a vu lors du dernier match, avec Valverde à droite, Camavinga à gauche, deux joueurs qui sont pas forcément des joueurs de côté, et avec Arda Güler et Chouameni dans ce milieu. Et en pointe, on aura sûrement Vinicius Mbappé qui n'a pas joué lors du dernier match, hein, qui n'est pas rentré du tout. Et Vinicius qui a pu mettre un doublé. Donc on verra la connexion entre tous ces joueurs, hein, Vinicius Güler Mbappé, Mbappé Vinicius. Euh, mais je pense qu'on risque de repartir sur ce match. Enfin sur cette composition pour le Real.
Côté Benfica et José Mourinho va-t-il jouer un nouveau mauvais tour à son ancienne équipe? Troubine sera sûrement dans les cages, hein, ça, il y a pas de doute. Otamendi, hein, l'ancien, le capitaine de cette équipe de Benfica. Araujo à ses côtés. Dedic, l'ancien Marseillais à droite. Dal à gauche. Au milieu de terrain, moi, j'aime beaucoup ce joueur. Alors, j'ai plus son prénom, mais Horns. J'avais trouvé très Frédéric Horns, hein, le Norvégien, que j'ai trouvé très très intéressant lors de cette phase de Ligue des Champions, avec Barrenechea à ses côtés, Schlederup à gauche, Rafa Silva en numéro 10 et Prestiani à droite, Pavidis, hein, toujours en pointe dans cette attaque. Au niveau des absents, on aura Félix, Suarez, Veloso et Winder qui ne seront pas là côté Benfica. Il me semble pas que ça soit des titulaires. Peut-être Félix, il me semble que il fait partie de l'équipe un peu type. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc ça devrait aller pour le Benfica. J'ai dû le confondre avec un autre joueur. Donc voilà, favori clairement le Real Madrid, hein. Je pense qu'ils veulent envoyer un message à l'Europe pour informer tout le monde que le Real Madrid n'est pas mort. Même si la cote est assez élevée, hein, pour le Real. Mais bon, je verrai quand même une victoire, sachant qu'ils en ont pris 4 lors de ce dernier match de phase de ligue. Donc je vois bien le Real s'imposer contre cette équipe de Benfica. Sachant que José Mourinho était sur la sellette s'il ne se qualifiait pas lors de ces phases de barrage. On verra aussi si Kylian Mbappé peut continuer sur sa série, hein, lui qui a déjà plus de 15 buts, je crois, dans cette Ligue des Champions. Est-ce qu'il va continuer à empiler les buts? Troisième match, Dortmund-Atalanta. Donc cette équipe de Dortmund, hein, on l'a dit, qui est une équipe inconstante, capable du meilleur comme du pire. En ce moment, Dortmund, ça joue très très bien avec leur coach Niko Kovac, hein, que l'on connaît en Ligue 1, qui a coaché l'AS Monaco, qui a coaché le Bayern quand même, ancien joueur du Bayern même. Pour cette compo probable contre l'Atalanta, donc Dortmund en 3-4-2-1, hein, c'est le système classique. Serhou Guirassy sera sûrement en pointe. Lui qui était meilleur buteur de cette Ligue des Champions la saison dernière, avec à ses côtés Fabio Silva. Fabio Silva, Beyer, hein, pas de Adeyemi en ce moment qui est sur le banc avec cette équipe de Dortmund. À gauche, on aura Svensson. À droite, Couteau. Est-ce que ça sera lui ou ça sera Ryerson qui sera plus haut sur le terrain? On aura Niklas Zule euh, dans cette défense. Là, pour le coup, j'ai l'impression que non, parce que Zule est blessé à la cuisse, tout comme Schlotterbeck. Donc, deux absences de poids pour cette défense de Dortmund. Emre Can aussi blessé, donc ça fait pas des absents importants pour cette équipe allemande. Kobel sera dans les cages, donc là on nous propose une défense Ben Sebaini, Anton Ryerson, et donc Enmecha au milieu de terrain, Sabitzer dans ce milieu allemand. Côté Atalanta, toujours dans ce 3-4-2-1 hein, présenté par le coach de l'Atalanta, avec Karnezeki au cage, Scalvini, Jim City à Anor dans cette défense à 3, Zappacosta à droite, Zalewski à gauche, Ederson, De Roon, milieu de terrain classique, et après Samardzic et Bernasconi pour accompagner Kristovic. De Kettler est absent, blessé, Raspadori aussi, donc là aussi deux absents de taille côté Atalanta. Donc pour vous faire un prono sur ce match, je mettrai Dortmund quand même vu que c'est à domicile. Là pour le coup, je joue la sûreté. Même si l'Atalanta est une équipe chiante à jouer, eux aussi capables de bonnes choses comme de choses assez horribles. Hem, mais vu que c'est à domicile, le mur jaune, je pense que Dortmund va s'imposer malgré leurs nombreux absents. Dites-moi, hein, vos pronos, dans ce live, hein, dans le chat. Donc on a dit, on répète avant d'aller sur Monaco PSG. Galatasaray Juventus de Turin, moi je mets match nul. Benfica Real de Madrid, je mets le Real. Dortmund Atalanta, victoire de Dortmund et pour Monaco PSG, eh ben, on va aller tout de suite dessus. Hop là, j'ai fait une bêtise. Non, c'est bon. Donc Monaco, ça sera le match à Louis II. Pour ce match entre ces deux équipes de Ligue 1, encore pas mal d'absents côté AS Monaco.
Cabral, Dyer, Radeki, Mawissa, Minamino, Ouattara, Pogba, Salissou et Ansu Fati qui est incertain. Pour le Paris Saint-Germain, Mayoulou, Jantou, Fabien Ruiz absent. Ousmane Dembélé aussi, il y a une inquiétude pour lui. Il avait une gêne à la cuisse ou à l'ischio, il me semble, lors des derniers entraînements. On va checker ça tout de suite, hein, il y a 2-3 actualités dessus. Donc on va voir ce qui se dit sur Ousmane Dembélé. Alors, est-ce que Sébastien Pocognoli jouera à 3 derrière, à 4? On ne sait pas, il a beaucoup changé. Là, on nous propose cette composition probable à 4, avec Con dans les cages, Kehrer, Faes, à mon avis, ça sera la défense, la charnière centrale, avec Caio Henrique, Vanderson sur les côtés. Est-ce que Faes sera absent et Denis Zakaria sera en défense centrale Sébastien Pocognoli mettra, j'ai plus son nom au frérot, c'est Koulibaly, il me semble, euh, qui a été titulaire pas mal de fois lors des matchs de l'AS Monaco. Donc est-ce que possiblement ça sera lui et Denis Zakaria, pour boucher un peu les trous, sera en défense centrale, donc c'est bien Koulibaly, hein, le milieu de terrain. Euh, Aux côtés de Lamine Camara, lui qui sera sûrement titulaire. Simon Adingra qui pourra jouer, donc lui qui fait énormément de bien depuis son arrivée du côté du Rocher, avec Alexander Golovin en numéro 10 derrière Folarin Balogun et Akliouche aussi, qui est sorti blessé lors du dernier match à Louis II. Donc est-ce qu'il sera bien titulaire pour ce match de Ligue des Champions? Le Paris Saint-Germain, à mon avis, Luis Enrique va partir avec son 4-3-3. Safonov dans les cages, hein, pas de Lucas Chevalier, sûrement. Ouais, Safonov qui a pris sa place, hein, de numéro 1 dans les cages parisiennes. La défense, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes. Normalement, ça devrait être du classique. Vitinha, Joao Neves au milieu de terrain, accompagné de Zahir Emery. On le rappelle, Fabien Ruiz blessé. Et l'attaque, Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola. Est-ce que ça sera Barcola à droite? Est-ce que ça sera Désiré Doué? Dans la forme du moment, on voit plutôt Barcola. Euh, J'aurais peut-être plus Barcola toujours sur son côté gauche et Kvaratskhelia pas mal bougé, pas forcément resté sur ce côté gauche. Et Ousmane Dembélé, on verra s'il sera titulaire. En cas d'absence de Dembélé, à mon avis, ça sera Bradley Barcola à gauche et Kvaratskhelia dans cette espèce de rôle de faux numéro 9. À mon avis, Gonzalo Ramos sera sur le banc, hein. On sait que Luis Enrique aime bien le faire rentrer en cours de match pour qu'il vienne marquer son petit but classique. Ou Lee Kang-in, possiblement. On peut aussi voir Lee Kang-in en espèce de faux numéro 9 côté Paris Saint-Germain. Bon, au niveau du prono, honnêtement, même si le Paris Saint-Germain a perdu contre Rennes, hein, moi j'avais mis le Paris Saint-Germain contre Rennes favori. On sait qu'ils sont capables de failles en Ligue des Champions. Je pense qu'ils vont pas faire d'erreur, hein, ils sont prêts. C'est leur objectif. Donc je mettrai le Paris Saint-Germain vainqueur à Louis II. Dites-moi ce que vous en pensez dans le chat. Est-ce qu'il y a des réactions? J'ai pas l'impression. Pas beaucoup de monde aujourd'hui. Donc voilà pour ces matchs de Ligue des Champions. On a fait le tour pour ces barrages. Là aussi, à part la Ligue des Champions, ce soir, il n'y a pas grand-chose au niveau du football, hein. Après, est-ce qu'on regarderait autre chose? On a les rédivisés, pardon. Mais sinon, il y aura pas beaucoup, beaucoup plus. Donc voilà. En tout cas, de toute façon, on parlera demain en live, hein, 10h midi, je le rappelle, sur les résultats de ces matchs de barrage de Ligue des Champions. On va pouvoir aller sur notre revue de presse, notre petite actualité. Donc je l'ai dit, hein, il y a pas mal de Ligue des Champions. Il y a toujours l'Olympique de Marseille, le sujet phare euh, en ce moment dans l'actualité football et française. Mais peut-être qu'on y reviendra après. On va peut-être plus aller sur notre match de Ligue des Champions et le Paris Saint-Germain. Euh, Si je retrouve un peu tous mes articles. On avait un match sur les deux défenseurs de ces deux équipes entre le Thilo Kehrer et Marquinhos, hein. Donc c'est écrit par José Barroso, pardon. Ancien concurrent au PSG, mais toujours en contact. Thilo Kehrer et Marquinhos s'affrontent en playoff de la Ligue des Champions. Donc on va voir ce que nous dit cet article. Est-ce que ça vaut le coup d'en parler? Juste avant, je vais prendre un coup d'eau et je reviens tout de suite.
Donc on va pouvoir aller sur cet article, hein, donc je le répète, ancien concurrent au PSG mais toujours en contact, Thilo Kehrer et Marquinhos affrontent en play-off de la Ligue des Champions. Concurrent direct au PSG pendant 4 saisons, Thilo Kehrer et Marquinhos ont développé une relation saine dont un nouvel épisode doit s'écrire ce mardi à Monaco, qui reçoit le champion d'Europe en play-off aller de la Ligue des Champions. Quand ils se recroiseront mardi soir dans les entrailles du stade Louis II, Thilo Kehrer et Marquinhos se tomberont sûrement dans les bras, un grand sourire aux lèvres, mais ils n'auront peut-être pas grand-chose à se dire. Le Brésilien est un des rares joueurs avec lequel le Monégasque a gardé contact au Paris Saint-Germain, sachant que depuis son départ en 2022, l'effectif a été considérablement renouvelé. Les deux hommes ne sont pas des amis proches, mais ils s'envoient encore des messages de temps en temps. L'année dernière, quand l'Allemand avait demandé un maillot dédicacé à son aîné pour le mettre aux enchères au gala de sa fondation, celui-ci avait aussitôt donné suite à l'inverse d'autres ex-partenaires aux abonnés absents. À son arrivée à Paris à l'été 2018 en provenance de Schalke 04, Kehrer se fait discret au milieu des Neymar, Dani Alves, Kylian Mbappé ou Edinson Cavani. Si le capitaine Thiago Silva garde une certaine distance, le courant passe tout de suite avec Marquis qui a 2 ans de plus que lui. Ce dernier lui propose son aide, lui glisse des petits conseils pour s'installer. On le rappelle, hein, Thilo Kehrer, quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, c'était annoncé comme un crack de la formation allemande, hein. Un défenseur central technique, vraiment le défenseur central moderne, élégant. Malheureusement, il n'a jamais su vraiment gérer la pression dans un club comme le Paris Saint-Germain, sachant que Schalke pardon, était comment dire, était en pleine dégringolade, hein, euh, au fur et à mesure des années, et Kehrer était annoncé comme vraiment un joyau. euh, pour la Mannschaft. Voilà, mais il n'a jamais su gérer la pression. En plus, la concurrence avec Marquis, on voit ce qu'il est devenu, et Thiago Silva, ça a été très compliqué pour lui. Concurrents polyvalents et souvent alignés ensemble, sur le papier, ils sont pourtant en concurrence directe. Au poste de défenseur axial, dans les faits, leur polyvalence et les choix des entraîneurs les ont régulièrement conduits à évoluer dans d'autres zones. Ce que j'allais dire, latéral droit pour l'Allemand, milieu pour le Brésilien. C'est vrai qu'à l'époque, Thomas Tuchel utilisait Marquinhos en numéro 6. C'était pas forcément un, un très bon choix tactique, hein, de la part de Thomas Tuchel. Et c'est vrai que Thilo Kehrer, hein, lui qui était défenseur central, a souvent joué latéral droit. Résultat, ils ont joué 88 matchs ensemble, ce qui fait même de Marquinhos le troisième partenaire privilégié de Kehrer dans toute sa carrière, le premier étant Mbappé sans y rencontre en commun. Dans le vestiaire, ils ne font pas partie de leur premier cercle respectif. Marquinhos traîne le plus souvent avec ses compatriotes et leurs familles. Kehrer est surtout proche d'Idriss Gueye et d'Abdou Diallo. Mais ils s'apprécient et s'estiment, affichant un état d'esprit similaire. Ce sont deux bons mecs ouverts dans l'échange, glisse un témoin de l'époque. Difficile de ne pas les apprécier. Ils habitent alors à proximité l'un de l'autre dans l'ouest parisien et il leur arrive de faire le trajet ensemble pour rentrer du camp des loges après l'entraînement. Vice-capitaine puis capitaine au départ de Silva en 2020, Marquinhos a soutenu son cadet lors des coups de moins bien, comme après le cauchemardesque 8 de finale retour de Ligue des Champions contre Manchester United en 2019, où Kehrer avait été fautif sur le premier but anglais concédé dès la deuxième minute. Ouais, c'est vrai que sur ce match contre Manchester United, bon, ça a été une débâcle totale, hein, de United, pardon, du Paris Saint-Germain contre Manchester United, hein, contre une équipe bis en plus. Donc c'est vrai que toute l'équipe en avait pris un coup. J'ai surtout appris par l'observation dans la façon de s'entraîner de joueurs plus expérimentés comme Thiago Silva, Marquinhos, Verratti, racontait Kehrer dans l'équipe en 2024. Je pouvais voir leur concentration pour ces matchs-là. En même temps, il y avait de la décontraction, la sérénité de celui qui est prêt pour le moment qui arrive. Si tu es va et que tu veux trop bien jouer, tu auras trop de tension et ça n'aidera pas. Admiratif du bagage complet de Marquinhos et de son jeu de tête dans les deux surfaces, l'Allemand s'est inspiré de son placement, sa capacité à anticiper et à se trouver dans la bonne zone. Les deux coéquipiers n'ont pas eu la même trajectoire à Paris. Habitués au premier rôle pendant 2 ans, notamment lors du Final 8 de C1 en 2020, Kehrer avait reculé dans la hiérarchie avec le départ de Thomas Tuchel, qui avait œuvré à sa venue. Ils en étaient allés après 128 apparitions. Pour Marquinhos, l'histoire continue. Oui, c'est vrai qu'il y a eu deux trajectoires complètement différentes pour les deux joueurs. Marquinhos, hein, qui est devenu le joueur le plus capé de ce Paris Saint-Germain, une légende du club, alors que Thilo Kehrer s'est expatrié en Angleterre, hein, du côté de West Ham. Ça n'a pas été une grande réussite. Là, son retour en Ligue 1 et à Monaco, bon, il s'est imposé. Il a fait une bonne saison quand même la saison dernière et il y a 2 ans.
Mais cette saison, c'est vrai que c'est beaucoup moins bien, je trouve, de la part de Thilo Kehrer, hein. Il est en grande difficulté, pas forcément en confiance aussi, pas forcément aidé par ses coéquipiers. Mais ouais, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué euh, pour, euh, pour Thilo Kehrer cette saison à Monaco. On verra sur ces matchs ce que ça va donner entre les deux joueurs. Est-ce que, ils seront assez solides? Est-ce qu'on verra un clean sheet de la part de Monaco ou du Paris Saint-Germain? On en parlera évidemment demain. On continue sur ce huitième de finale entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain. Des déclarations qui font jaser et une gêne à la jambe. Ousmane Dembélé au centre des attentions avant Monaco-Paris Saint-Germain. 4 jours après ces déclarations enflammées, l'attaquant du PSG a fait le déplacement à Monaco pour les playoffs de Ligue des Champions ce mardi soir. En délicatesse avec une jambe, il semblait en mesure de jouer, mais le doute plane. Un article de José Barroso et Loïc Tanzi. Le groupe du Paris Saint-Germain pour ce déplacement à Monaco était scruté de près. 4 jours après les propos enflammés d'Ousmane Dembélé à Rennes, on doit jouer pour le club au lieu de penser à soi-même. Et la réaction agacée de Luis Enrique, ces déclarations ne valent rien. Le club de la capitale aurait pu prétexter la gêne ressentie par l'attaquant vendredi pour le laisser au chaud. Ce lundi à la mi-journée, pas de blessure diplomatique, pas de sanctions ostensibles comme la saison dernière contre Arsenal. Le Ballon d'Or faisait partie des 21 joueurs emmenés en principauté pour ce play-off à gros enjeux. Si le numéro 10 parisien a peu goûté les propos de son coach vendredi, l'explication collective samedi au campus, où l'Asturien n'a pas chargé son joueur, témoigne d'une volonté de tourner la page. L'Ousmane Gate a plané au-dessus de la conférence de presse. Pour autant, Dembélé sera-t-il sur la pelouse ce mardi soir lors de l'entraînement à Louis II, lundi en fin d'après-midi? Il s'est plaint d'une gêne à une jambe. Après avoir multiplié les accélérations semblant se tester, il a discuté avec le médecin de l'équipe. Vu les antécédents et la prudence du staff, le doute est permis. Mais les sensations de l'intéressé à l'issue de la séance laissent penser à Luis Enrique et ses adjoints qu'il serait en mesure de tenir sa place. Un peu plus tôt, l'Ousmane Gate avait plané au-dessus de la conférence de presse des champions d'Europe. Visiblement irrité et peu loquace, Luis Enrique s'est évertué à calmer le jeu sur les déclarations de son joueur, réussissant la performance de faire comme si tout ce grabuge était le fruit de l'extérieur. Autour du PSG, il y a toujours beaucoup de bruit, il faut l'accepter. Donc là, il a clairement mis ça sur le côté. Il y a possiblement une petite tension hein, dans ce vestiaire parisien. Est-ce que ça va jouer lors de ce huitième de finale? Là, de toute façon, il faudra voir sur le terrain, mais possiblement, si c'est mis de côté comme ça par Luis Enrique, il peut avoir une tension pas forcément entre le coach et son joueur, mais entre Ousmane Dembélé et ses coéquipiers. Euh, Après, je saurais pas dire, hein, je suis pas à l'intérieur du vestiaire non plus. Interrogé sur le sujet, João Neves avait répondu à la question, lui, et avait pris la peine de le faire en portugais, signe que chacun mesure l'importance de la séquence actuelle. L'ambiance est bonne dans le vestiaire, les joueurs sont confiants, l'humeur est bonne, nous sommes prêts à expliquer le portugais. Ousmane a parlé, mais je crois qu'il veut surtout renforcer ce qu'on faisait l'an dernier, jouer en équipe de manière collective. C'est une des grandes qualités du PSG, on le montre à chaque match par notre façon de jouer. Je pense que c'est ce qu'il voulait souligner. Quand on a quelque chose à dire à certains joueurs, on le dit en face. Une dernière phrase qui peut être perçue comme un reproche ou une manière de minimiser l'épisode à propos de son épaule touchée vendredi à Rennes. Neves s'est montré beaucoup plus clair, je me sens à 100% de mes capacités, je suis prêt pour jouer, je n'ai plus de douleur, après si je joue ou pas, ça dépend du coach. Ou pas, à mon avis, vous voulez dire. Paris sera donc juste privé de Fabien Ruiz, Seny Mayoulou et Quentin Djantou en attendant de lever le doute. Dembélé. Est-ce que vous pensez que Ousmane Dembélé sera bien titulaire ce soir? À mon avis, il sera bien présent, hein. On sait que Luis Enrique aime bien jouer sur la compo, la donner un peu au dernier moment. Et si Ousmane Dembélé est prêt pour un match à enjeu comme ça, à mon avis, il sera présent. Alors, on avait un article aussi sur Marquinhos une nouvelle fois. J'aurais peut-être dû le lire avant, c'est pas grave. Marquinhos est encore au très très haut niveau, déclare Fabinho, donc l'ancien milieu de terrain de Monaco, de Liverpool, hein, qui est expatrié actuellement à l'Ittihad en Arabie Saoudite. C'est vrai qu'il y a un doute aussi sur. On a vu l'arrivée de Ilya Zabarni lors de ce mercato hivernal. On sait que Pacho est très très bon, il fait partie des meilleurs défenseurs centrales du monde. Marquinhos, il y a un doute des fois encore sur est-ce qu'il fait partie des top défenseurs, est-ce qu'il n'est pas sur la pente descendante. En tout cas, Fabinho, il nous confirme que Marquinhos, il est encore très très bon. Euh,
est encore au très très haut niveau, hein, exactement la phrase. Coéquipier du Parisien en sélection, ancien défenseur avec Monaco puis Liverpool, le milieu de terrain d'Ali Thiad Fabinho nous parle de son admiration pour la longévité du capitaine brésilien avant les barrages de Ligue des Champions qui opposent les deux clubs français. Un article de Loïc Tanzi et Hugo Guillemet. Croisé à Dubaï alors qu'il préparait la deuxième partie de saison avec son club, Fabinho, le défenseur d'Al Ittihad, nous a parlé de la longévité de Marquinhos, son coéquipier en sélection avec le regard d'un homme admiratif. Ce qu'il est en train de faire est très spécial, surtout avec la dernière saison au Paris Saint-Germain. Ils ont enfin remporté la Ligue des Champions avec lui comme capitaine après plusieurs années à essayer de ramener ça à Paris, nous a-t-il expliqué. Ils l'ont fait avec la manière, on est vraiment content pour lui, il est capitaine aussi de la sélection. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui est très intelligent, tout ce qu'il amène sur le terrain et en dehors est important. Je suis content pour lui et content de tout ce qu'il est en train de faire. L'ancien joueur de Liverpool va forcément plus loin dans la saison de Marquinhos, capitaine de la Seleção. Le défenseur va devoir porter les espoirs d'un pays qui rêve de conquérir une sixième étoile aux États-Unis l'été prochain. Ce qu'il est capable d'assumer, on espère qu'il va ajouter quelque chose de très spécial bientôt. La Coupe du Monde, il est un peu devenu ce que Thiago Silva a été, c'est-à-dire le leader de la sélection. Marquinhos est un leader au PSG en sélection et il connaît sa responsabilité, il connaît son niveau et ce qu'il apporte à l'équipe. C'est bien pour lui d'avoir ce statut, mais ce n'est pas par hasard, il mérite tout ça, il est encore au très haut niveau. Au très très haut niveau. Passé par Monaco entre 2013 et 2018, club avec lequel il a disputé le plus de matchs dans sa carrière, 233. Ah ouais, c'est pas avec Liverpool? D'accord. Fabinho n'a pas non plus oublié la principauté dont il continue de prendre des nouvelles de temps en temps et dont il sera supporter dans cette double confrontation face au Paris Saint-Germain en barrage de Ligue des Champions. Surtout les résultats, pas trop les matchs, admet-il. Tout le monde est parti parmi les joueurs qui ont joué avec moi. Monaco est encore dans mon cœur, même si je suis plus loin maintenant. Je connais Caio Henrique, qui est à table juste à côté de moi en sélection, donc on parle souvent de nos expériences à Monaco. J'ai vu Abidal aussi à Dubaï, avec qui j'ai joué une saison à Monaco. On parlait du temps où j'étais latéral droit. Il a même proposé au staff technique en rigolant de me refaire jouer à ce poste à Al Ittihad. Ouais, Fabinho qui a joué pendant la période phare hein, de l'AS Monaco, hein, quand ils étaient en Ligue des Champions avec Kylian Mbappé, effectivement, il y avait Timoé Bakayoko, il y avait Geoffrey Kondogbia, Bernardo Silva, Falcao, et lui était latéral droit, pas forcément milieu de terrain, latéral droit, aux côtés de... Et qui y avait à ses côtés? Il me semble Kamil Glik, Daniel Subasic, euh, Jemerson. Qui est-ce qu'on avait? Qui est-ce qu'on avait? Fabinho était à Benjamin Mendy, il me semble, Thomas Lemar, tout ça. Donc toute cette équipe de Monaco, Fabinho les a connus. Donc il connaît bien ce club de la Principauté. Je savais pas que c'était son club où il avait fait le plus de matchs. Je pensais que c'était Liverpool. Donc du coup, voilà pour Fabinho et sur ses mots sur Marquinhos. Un nouvel article sur Marquinhos, l'équipe était très chaud sur le défenseur parisien, le défenseur brésilien. Souvent concurrencé, jamais surpassé, Marquinhos demeure l'âme de ce PSG. Quand il n'est pas dans l'équipe, je ne sais pas qui va parler. À 31 ans, le capitaine du Paris Saint-Germain, Marquinhos, reste un élément clé du groupe de Luis Enrique. Alors qu'on lui prédisait un départ l'été dernier, le Brésilien se voit rester encore un peu à Paris, adversaire de Monaco en Ligue des Champions mardi. Donc Loïc Tanzi hein, qui écrit un nouvel article euh, sur Marquinhos. À 31 ans, dont plus de 12 au Paris Saint-Germain, Marquinhos a tout vécu. Les tourbillons d'émotions lors des défaites, les succès européens tant attendus, les prolongations difficiles et même les étés chauds où un départ a plusieurs fois été évoqué. Il faut remonter à 2016 pour se rappeler l'épisode le plus connu, lassé d'être le troisième larron derrière la paire Thiago Silva, David Luiz. Le Brésilien souhaitait rejoindre le FC Barcelone. Le résultat, une fin de non-recevoir du président Nasser Al-Khelaifi, un départ de David Luiz vers Chelsea le dernier jour du mercato et le début d'une idylle. On se rappelle, hein, Marquinhos qui jouait souvent côté droit quand il devait jouer. Euh, il y avait aussi Presnel Kipembe hein, à l'époque à ses côtés. Euh, donc voilà pour Marquinhos hein, qui a su faire le dos rond et rester et devenir une légende de ce Paris Saint-Germain. Les concurrents se sont succédés depuis, le temps l'a fait devenir un peu plus lent, mais le statut du capitaine parisien n'a jamais semblé aussi indéboulonnable. D'autant que son leadership est incontestable.
L'exemple le plus parlant est peut-être le plus récent. Quand Ousmane Dembélé a pris la parole publiquement à Rennes pour critiquer l'investissement de certains de ses coéquipiers, il se savait soutenu par son capitaine en interne. Marquinhos n'est pas du genre à s'étaler en public, mais il sait depuis quelques saisons faire entendre sa voix auprès des siens. Et comme le Ballon d'Or, il a su critiquer l'environnement interne observé depuis le début de l'année 2026, avec des coéquipiers jugés plus solistes et moins modestes. Pourtant, les questions extérieures autour de sa présence dans l'effectif n'ont jamais été aussi nombreuses. La victoire en Ligue des Champions à la fin du printemps aurait pu marquer une fin parfaite pour le joueur le plus capé de l'histoire du club. 511 apparitions désormais, mais avant même le succès à Munich, Marquis avait annoncé à ses proches sa décision de poursuivre à Paris avec la Coupe du Monde de 2026 en ligne de mire. Aux oubliettes, le club saoudien qui lui tourne autour depuis 2 ans, d'autant que la direction parisienne avait laissé le choix aux Brésiliens partir ou rester, en sachant qu'un nouveau défenseur allait arriver pour densifier un peu plus la concurrence à son poste, Ilyes Abarni. Pas de quoi effrayer un homme de son expérience, la concurrence, il y en a toujours eu, personne n'a sa place garantie, expliquait-il en août. Je suis là depuis 12 ans, c'est parce que je me suis battu à tous les matchs, à tous les entraînements, personne ne m'a donné ma place. Quelques mois plus tard, plus personne ne se pose la question de savoir si Marquinhos va débuter mardi soir à Monaco. Je ne suis pas surpris, répondait Luis Enrique la semaine dernière, c'est un capitaine élu pour la 3e année par les joueurs eux-mêmes, le leader du vestiaire. Quand il n'est pas dans l'équipe, je ne sais pas qui va parler, qui va motiver l'équipe. Je suis très content de l'avoir. Il a toujours été performant depuis que je suis ici. Des propos confirmés par João Neves lundi en conférence de presse. C'est notre plus grand leader, il nous donne de la confiance, il ne laisse jamais l'équipe se relâcher. L'hypothèse du Qatar. Maxwell, son ancien coéquipier 2013-2017, n'avait pas non plus beaucoup de doutes sur les capacités de son compatriote. Il y a toujours Il y a beaucoup d'efforts de travail au quotidien derrière tout ça pour maintenir son corps prêt. Il y a aussi son intelligence pour comprendre le jeu, anticiper, ça lui permet d'être toujours bien placé sur le terrain avec sa qualité technique parfaite pour le style de jeu du PSG. Il peut aussi devancer le pressing des adversaires. Pour tout ça, je ne suis vraiment pas surpris de le voir encore là. Les éternelles questions de ces derniers mois reviendront l'été prochain, mais l'intéressé semble moins ouvert à un départ que par le passé. Les clubs saoudiens sont toujours là, discutent avec son entourage et tentent de se montrer convaincants. Mais Marquinhos n'est pas pressé de rejoindre la puissante ligue saoudienne, ni de rentrer au Brésil sous contrat jusqu'en 2028. Il a confié à certains proches qu'il ne pourrait accepter qu'un départ au Qatar, au Moyen-Orient, sans donner de temporalité à sa réflexion. L'international Auriverde, qui a déjà quand même 103 sélections, hein, Marquinhos, dans sa sélection brésilienne, a encore le temps d'y penser. Très attaché à son joueur Al Khelaifi, laissera Luis Enrique décider de la suite à donner côté club. Honnêtement, hein, son contrat va jusqu'en 2028. Vu la saison d'Ilias Abarni ou de sa concurrence Lucas Beraldo, Marquinhos n'a pas trop de soucis à se faire. Honnêtement, moi je le trouve très bon encore en ce moment, hein, avec son équipe du PSG. Sa doublette avec Pacho est très très intéressante. Donc je vois pas pourquoi Marquinhos quitterait le Paris Saint-Germain dès cet été, hein. Je le vois bien rester jusqu'à la fin de son contrat en 2028. Je sais pas ce que vous en pensez concernant Marquinhos. Je sais qu'il y a des gens qui sont un peu durs, qui critiquent beaucoup Marquinhos, mais moi je le trouve toujours aussi intéressant et toujours aussi bon dans cette équipe du Paris Saint-Germain. La saison dernière, il a fait une très bonne saison. Euh, on sait qu'il a fait partie un peu de tous les déboires du Paris Saint-Germain, la remontada, la finale contre le Bayern, pas mal de choses, mais moi j'ai toujours trouvé Marquinhos solide. Il a eu quelques passages, oui c'est vrai, il a eu une ou deux saisons où il a été assez mauvais, ou en tout cas il avait des prestations en dents de scie, mais moi j'apprécie toujours le leader parisien. Pour ceux qui viennent de rejoindre le live, n'hésitez pas à me donner vos pronos, hein, pour ce match du Paris Saint-Germain ce soir contre l'AS Monaco, mais aussi pour les autres matchs de Ligue des Champions. N'hésitez pas aussi à me suivre, hein, sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, que ça soit sur TikTok, hein. N'hésitez pas à taper sur votre écran pour comme ça on monte dans le référencement et on est toujours plus à discuter football. Pour ceux qui me suivent sur Twitch, vous pouvez voir mon écran, donc c'est peut-être un peu mieux aussi, c'est plus fluide. S'il y a des gens présents sur le chat, n'hésitez pas à venir discuter tous ensemble de tout ce dont l'on parle. Là, c'est vrai qu'on est focus très Ligue des Champions, Monaco, Paris Saint-Germain, mais il y a toujours l'actualité marseillaise dont on va parler. Donc là, on a parlé pas mal Paris Saint-Germain, Marquinhos. On va aussi discuter de l'AS Monaco.
et un article de Régis Testelin sur Monaco. Monaco face à l'Everest, mais pas sans atout pour les playoffs de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. On le rappelle, Monaco avait battu le Paris Saint-Germain lors du match de Ligue 1 à Louis II en plus. Donc on va voir si les Monégasques, les Rouges et Blancs peuvent réitérer cette prestation. J'allais dire exploit. Est-ce que c'était un exploit que Monaco batte le Paris Saint-Germain? Je vous laisse juger. Face aux champions d'Europe en titre, un rien soucieux, l'AS Monaco va tenter de profiter de son léger regain de forme pour préserver ses chances après le play-off aller de Ligue des Champions mardi, mais elle part de tellement loin. La double opposition Brest-Paris Saint-Germain 0-3-0-7 de l'an passé, trop prévisible, trop déséquilibré, trop cruel et trop rabaissante dans son issue après le si joli parcours des TISEF en Ligue des Champions, n'est pas une très bonne publicité pour ce nouvel affrontement entre deux clubs français au stade des playoffs. Pour tout dire, ce Monaco PSG donne moyennement envie, infidèle à l'idée qu'on se fait de la Ligue des Champions et d'une épopée européenne. Et la Ligue 1 n'est pas tout à fait la première ligue pour se réjouir de rejoindre le tour d'après en ayant cassé la gueule d'un compatriote et ami. C'est vrai que ça, c'est très dérangeant qu'il y ait eu ce barrage entre Monaco et le Paris Saint-Germain. C'est exactement ce qu'on voulait pas voir. On veut qu'il y ait deux beaux parcours pour nos équipes françaises. Malheureusement, on le rappelle, l'Olympique de Marseille a été éliminé lors de cette phase de Ligue des Champions. Et là, un nouveau club de Ligue 1 sera dehors à l'issue de ce barrage. Un Monaco-Newcastle et un Karabag Paris Saint-Germain auraient bien mieux fait l'affaire de ce milieu de semaine, même si l'on comprend l'esprit du tirage au sort intégral à partir des playoffs, destiné à ne pas avoir 4 clubs anglais en demi-finale par exemple. Voilà pour les regrets, mais maintenant que la table est servie, il va falloir répondre aux questions que ce sommet du foot français suggère. Et la première d'entre elles concerne le tenant du titre, source d'interrogations récurrentes autour de son irrégularité, du nombre grandissant de ses défaites, de son inefficacité devant le but ou de son problème de gardien de but, car c'est un problème. Alors Paris va-t-il enfin montrer son meilleur visage, redevenir celui qu'il était il y a un an et tenir les promesses de son entraîneur, lequel a fixé les playoffs comme point de départ de la deuxième conquête? Le PSG doit retrouver son bouton on, la tentation est toujours forte de faire confiance à Luis Enrique lorsqu'il assure que 2026 ressemblera forcément à 2025. Dans sa montée en puissance et son aboutissement, puisqu'il connaît la recette et que les hommes sont les mêmes. Avec un an de plus et un sextuplé dans les bagages, cette assurance que l'Asturien porte comme une armure retient autant à sa gloire récente qu'à l'impérieux besoin de se rassurer face à des temps de passage plus ou moins discutables, des problématiques athlétiques plus ou moins résolues et des contre-performances plus ou moins prévisibles, hein. Donc on parle de cette équipe du, du Paris Saint-Germain pour le coup, même si les mêmes problèmes sont côté monégasque. Ainsi, les 3 dernières sorties du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Bilbao, Lisbonne et Bilbao, le Sporting pardon, et Newcastle ne sont pas exactement dans les standards du champion d'Europe, pas plus que la défaite à Rennes vendredi ponctuée par l'Ousmane Gate et quelques pics de tension. Avant de tomber à Rennes, Paris avait gagné 7 fois de suite en championnat. Il avait étrié l'OM avec puissance et légèreté et réveillé l'idée que c'est un peu comme il veut et quand il veut. Dès lors que la pente se durcit et que l'atmosphère se tend, si Paris est toujours Paris, alors il suffira de réappuyer sur le bouton on au moment d'entrer sur la pelouse au stade Louis II. Mardi soir pour se redonner de la marge et l'on sait combien elle peut être immense contre un club français. Les soirs d'Europe, ce n'est plus le même Monaco. Ça, c'est vrai aussi, hein, Monaco qui fait une assez mauvaise saison, une saison en dents de scie en Ligue 1, hein, qui est dans ce milieu de tableau. Mais en Ligue des Champions, ils ont fait pas mal de résultats quand même. Et ils sont quand même dans ces barrages, hein. J'avoue, je les attendais pas forcément au vu de leur saison. Que pourrait opposer l'AS Monaco du moment à la meilleure version du Paris Saint-Germain? Pas grand chose à dire vrai, tant la saison monégasque sans le moindre match référence après 6 mois et demi de compétition est une immense déception, une succession de défaillances individuelles, de promesses non tenues, de paris ratés, de blessures en cascade, une incompréhension permanente entre le club et ses ultras. Cette ESM-là est en bout de piste et en fin de cycle. Elle est lassée, elle manque de caractère et joue rarement comme une équipe. Mais la saison n'est pas finie et il subsiste suffisamment de bons joueurs en son sein pour qu'elle ait des raisons de croire en sa période de regain.
Voilà 4 matchs que Monaco n'a pas perdu en Ligue 1. Le recul de Denis Zakaria dans l'axe en défense à 5 a coïncidé avec plus de solidité. Il y aura toujours 2 ou 3 lascars dans cette équipe capables de faire le match de leur vie un soir comme celui-là. Ansu Fati, Folarin Balogun ou Simon Adingra. Et s'il est une équipe que la Coupe d'Europe transcende, c'est bien l'ASM parce que Monaco reste sur un succès contre le Paris Saint-Germain fin novembre parce qu'il n'a pas perdu chez lui en Ligue des Champions cette saison et parce qu'on n'est quand même jamais sûr de rien avec ce PSG-là. Il y a peut-être une chance qu'il ait un match aller et donc un match retour. Donc voilà, pour ce Paris Saint-Germain et l'AS Monaco, là je pense qu'on a fait le tour en tout cas. Dites-moi ce que vous pensez, encore une fois, donnez-moi vos pronos. C'est toujours intéressant d'en discuter tous ensemble. Est-ce qu'on va sur notre dossier olympique de Marseille, hein? Il faut bien notre période de Marseille tous les matins en ce moment, avec l'actualité qu'il y a dans ce club marseillais. Ou sinon, est-ce que vous avez d'autres sujets que vous souhaitez aborder? Sinon, on va directement sur notre dossier olympique de Marseille, parce qu'il y a pas mal d'actualités. On le rappelle, Roberto De Zerbi a quitté le club la semaine dernière. Mehdi Benassia a quitté le club ce dimanche, même s'il avait posé sa démission lundi dernier. Et on a toujours Pablo Longoria et Franck McCourt toujours présent au club. Normalement, il devrait venir aujourd'hui à la commanderie le propriétaire du club, Franck McCourt. Déjà, on va aller sur ça. Le propriétaire de l'OM, Franck McCourt, attendu ce mardi à Marseille. L'OM étant en pleine crise après les départs successifs de l'entraîneur Roberto De Zerbi, puis du directeur du football Mehdi Benassia, le propriétaire américain du club phocéen, Franck McCourt, est attendu ce mardi à Marseille. Le propriétaire américain de l'OM, Franck McCourt, est attendu ce mardi à Marseille alors que la crise de gouvernance est profonde à la tête de son club, a appris l'AFP auprès de l'un de ses porte-paroles, confirmant une information du quotidien régional La Provence. Franck McCourt, propriétaire de l'OM depuis 2007, était déjà présent samedi au Vélodrome lors du match nul des Phocéens contre Strasbourg. 2 buts partout. L'équipe était dirigée par Jacques Abardonado, coach intérimaire depuis le départ de l'entraîneur italien Roberto De Zerbi en plein milieu de semaine. Non, j'ai pas enregistré, putain de merde. Bon, c'est pas grave. Visé par des banderoles samedi depuis la crise que traverse le club s'est aggravé avec l'annonce dimanche de la démission du directeur du football et responsable de tout le secteur sportif, Mehdi Benassia. Le club n'a pas officiellement communiqué depuis cette date, ni à propos du départ annoncé de Benassia, ni sur aucun autre sujet. Contacté mardi par l'AFP à propos de la venue de Franck McCourt, les porte-paroles de l'OM n'ont pas souhaité faire de commentaires. Samedi au Vélodrome, plusieurs banderoles de protestation ont visé McCourt et le président du club, Pablo Longoria, dont la position est fragilisée. Longoria, McCourt, cassez-vous, pouvait-on ainsi lire sur la plus virulente de ces banderoles, alors que d'autres présentaient McCourt comme un investisseur invisible ou comme le capitaine d'un navire fantôme qui n'a jamais traversé l'océan. Il y a aussi le cas Habibey, hein, qui était plutôt pressenti pour prendre la succession de Roberto De Zerbi. Hein. On sait qu'il était en contact avec Mehdi Benassia, vu le départ de Mehdi Benassia, le cas Habibey est en stand-by du côté de l'Olympique de Marseille. On a parlé de Franck McCourt, est-ce qu'on va parler de Pablo Longoria? Esselé à la direction dans un Marseille en pleine crise, Pablo Longoria peut-il tenir? Moi je l'ai déjà dit, hein, avec le départ de Pablo Longoria, avec le départ de Roberto De Zerbi et de Mehdi Benassia, je vois Pablo Longoria quitter prochainement l'Olympique de Marseille. Orphelin de Roberto De Zerbi et Mehdi Benassia, muré dans le silence et acculé de toutes parts, le président marseillais Pablo Longoria est dans une position de plus en plus fragilisée. Un article de Simon Boll et Baptiste Chaumier. Pablo Longoria était apparu si bavard et serein le 18 décembre au Vélodrome au moment de dresser son bilan de mi-saison. Je veux continuer à construire, à diffuser la confiance. Si je dois être ici pour 10 ou 15 ans, je serai très content. Lançait-il, moins de 2 mois plus tard, Roberto De Zerbi a quitté ses fonctions et Mehdi Benassia a démissionné. Et voilà le président de l'OM seul au milieu de la tempête, dernier capitaine d'un navire à la dérive. Plus isolé et silencieux que jamais, résistera-t-il à cette énième crise, une des plus importantes de l'ère McCourt? Depuis dimanche, des informations contradictoires se succède à son sujet et l'intéressé se mure dans le silence. Sollicité ces 2 premiers jours, il n'a pas donné suite, focalisé sur l'analyse plutôt que la réaction d'après
Sa garde rapprochée, pas vraiment plus au fait de sa position. En substance, à chaque minute suffit sa peine, l'institution vers laquelle renvoie désormais Benassia, après avoir ciblé sans que son départ ne soit officialisé, ne répond plus alors que McCourt doit revenir à Marseille ce mardi selon la Provence pour trancher. Pour ce présent sur le chat, n'hésitez pas à mettre des likes, hein. C'est plutôt calme, hein. Le chat c'est plutôt calme aujourd'hui. J'aimerais bien discuter avec vous de ce sujet, hein, même si on en a l'habitude en ce moment. Donc n'hésitez pas à bombarder les likes, juste à taper sur votre écran, ça suffit euh, pour, euh, pour nous donner pas mal de force lors de ces lives. On continue sur cet article. Il s'est coupé du vestiaire et a perdu de l'influence en interne. Le 26 février, Longoria est censé fêter sa 5e année à la présidence du club. Une éternité à un poste si exposé. En 5 ans, l'Espagnol de 39 ans a vu défiler les entraîneurs Jorge Sampaoli, Igor Tudor, Marcelino, Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset, Roberto Desermi. Les dirigeants sportifs, Javier Ribalta, Mathieu Louis-Jean, David Frio, Benassia et administratif, Alexandre Mialet, Pedro Iriondo, Stéphane Tessier, Cecilia Barontini, historique ou éphémère, amis comme ennemis. Le système Longoria essore à l'image de la lessiveuse du Mercato, 158 mouvements sous sa présidence. L'arrivée de Benassia constitue un tournant, Longoria lui laissant peu à peu les mains libres sur le secteur sportif. Alors on parle de la lessiveuse du Mercato, 158 mouvements, ça je ne sais pas si on en avait parlé ensemble, mais au final, en 5 saisons, c'est pas forcément énorme, hein, ça correspond à 5, à 10, 12, voire 15 départs par saison. C'est pas énorme non plus pour un club comme l'Olympique de Marseille. Honnêtement, je trouve pas ça choquant. Mais le natif d'Oviedo s'est ainsi coupé du vestiaire en permettant à Benassia d'imposer ses hommes partout. Longoria a aussi perdu de l'influence en interne, étant essentiellement entouré aujourd'hui de son directeur de cabinet, Maxime Quinard, et soutenu par le directeur général Alessandro Antonello. À écouter son dernier cercle, le président marseillais aurait juste davantage délégué au DG Antonello et au financier Alban Justet. Un équilibre, une, une question d'équilibre et de répartition des rôles qui ne l'empêcherait pas de rester décisionnaire dans tous les domaines tout en œuvrant autant sur le terrain pour la fondation et en reprenant son rôle au sein des instances, officiellement main dans la main avec Sherazade Semsar des Boissessons, vice-présidente du conseil de surveillance, sauf qu'à l'extérieur du club, le rôle de Longoria est là encore devenu secondaire. Sa suspension après son craquage à Auxerre l'an passé, sa tentative de putsch manquée contre Vincent Labrune, à la rentrée et le placement de Semsar de Boissesson dans ses pattes l'ont affaibli. Une illustration en septembre, lui qui montait au front avec Marc Courte contre la gouvernance de la LFP. La récente tribune dans le monde a, elle, été initiée par Semsar de Boissesson. Longoria a rendu inactif et inaudible par son actionnaire analyse un membre du conseil d'administration de la Ligue. Dès qu'il y a un impact politique, le nom qu'on entend pour l'OM est celui de Scheherazade. Pablo n'existe pas, n'est pas écouté et n'a plus de poids dans les instances. À un moment, il avait une influence grandissante, mais il a perdu cette crédibilité. Il faut se poser des questions, les supporters marseillais ne s'en posent plus. Longoria entretient une relation particulière avec eux, puisqu'il avait été propulsé à la présidence en février 2021 en remplacement de Jacques-Henri Hérault. Quelques mois à peine après son arrivée comme directeur sportif et quelques semaines après l'attaque de la commanderie par des fans, il avait réussi à les embarquer au point que son nom soit scandé par les virages, une rareté locale à l'exception de Bernard Tapie ou Pape Diouf. Sous Sampaoli, mais il a lui aussi fini par être emporté par les excès lors de la réunion houleuse de septembre 2023 avec des représentants d'associations. Marcelino avait alors quitté le club, plusieurs dirigeants, Ribalta, Iriondo avec Longoria y avait réfléchi avant de s'y résigner. Mais depuis cette date, la plaie n'est jamais vraiment refermée avec les supporters. Si une sorte de pacte de non-agression était de mise, les groupes n'ont rien oublié et les banderoles sorties samedi face à Strasbourg, McCourt, Longoria, cassez-vous, sont venus le rappeler brutalement. On va encore continuer à discuter de l'OM, hein. Alors, sur le départ de Benassia et les joueurs qu'il avait placés au club de l'Olympique de Marseille, et aussi est-ce que l'OM est-il le plus gros consommateur d'entraîneurs et de directeurs sportifs d'Europe? On va en discuter. Je vais juste prendre une gorgée d'eau et je reviens tout de suite.
N'hésitez pas en attendant à taper sur votre écran. Évidemment, ça nous fait monter dans le référencement ça serait pas mal, ça nous donne beaucoup de force pour continuer ces lives. Il nous reste un peu moins d'une heure pour discuter de toute l'actualité football. Je reviens tout de suite. Ok, on est reparti. N'hésitez pas à mettre les likes pour ceux qui sont présents sur le live, je le rappelle. Ça nous donne beaucoup de force et comme ça, on sera toujours plus à discuter football. En tout cas, merci à Igo, hein, le Igo80 qui vient d'habitude sur les lives et qui est toujours présent. Je vois que tu es positionné numéro 1 au classement, donc ça fait extrêmement plaisir que au moins tu sois là à écouter. Si tu souhaites réagir avec nous, n'hésite pas, hein. On est tout, on a tous un avis sur ce qui se passe autour du football. Donc, l'article l'OM est-il le plus gros consommateur d'entraîneurs et de directeurs sportifs d'Europe? Honnêtement, je pense pas du tout. Je pense qu'il fait partie, il est dans le classement, mais il fait pas partie des plus gros consommateurs euh, des clubs européens. On va le voir tout de suite. Les départs conjoints de Roberto De Zerbi et Mehdi Benassia de l'OM ouvrent la porte aux nominations d'un neuvième entraîneur et d'un sixième directeur sportif dans l'ère Frank McCourt, entamé à l'automne 2016. Donc déjà, l'automne 2016, ça fait 9 entraîneurs, ça fait un entraîneur par an à peu près, pour ceux qui sont bons en calcul. Il y a des clubs en Angleterre ou même certains clubs hein, qui ont 3-4 entraîneurs par saison. L'exemple de Nottingham Forest, le Wolverhampton aussi la saison dernière. Voilà pour ces entraîneurs, hein, au niveau des stats, on les connaît à peu près. Yes, ouais, désolé, je t'écoute, juste je suis au boulot. Eh ben, en tout cas, force à toi si tu es au boulot. Merci en tout cas de nous écouter. Ça fait extrêmement plaisir. Ça fait extrêmement plaisir et force à toi évidemment pour ton taf. Donc un article d'Elio Bono. À Marseille, le mouvement est permanent. Les départs conjoints de l'entraîneur Roberto De Zerbi mercredi, puis du directeur du football Mehdi Benassia dimanche en sont une illustration évidente. Le technicien italien a été le huitième entraîneur de l'ère Frank McCourt, entamé à l'automne 2016. Avant lui, Rudy Garcia, André Villas-Boas, Jorge Sampaoli, Igor Tudor, Marcelino, Gennaro Gattuso et Jean-Louis Gasset se sont succédés hors intérimaire de moins de 10 matchs sur le banc marseillais. Aucun n'est parvenu à établir 3 saisons complètes et la durée moyenne de ces entraîneurs excède de tout juste 12 mois. Et encore, elle est gonflée par la longévité de Rudy Garcia, l'entraîneur à la durée de vie la plus longue. Mais cette instabilité constituait une exception en Ligue 1. Pas vraiment. Donc c'est ce qu'on disait. Même si Marseille est évidemment dans la fourchette très haute des clubs de Ligue 1, c'est ce qu'on disait aussi. On connaît notre football et notre Ligue 1. Lorsqu'il aura nommé le successeur de Deserbi, l'OM aura vu passer autant d'entraîneurs que Nice sous l'ère McCourt, et il reste bien évidemment derrière le FC Nantes, grand spécialiste du genre, avec 13 mouvements de René Girard à Ahmed Kantari. C'est vrai que j'avais pas pensé au FC Nantes, hein. 13 coachs depuis 2016 quand même, le FC Nantes, c'est énorme. Nice aussi est à 9, alors ça je savais pas. Juste pour les coachs du FC Nantes, on va se les faire quand même, c'est un peu drôle. René Girard, Sergio Conceição, Ranieri, Cardoso, Ali Lodzic, Gourcuff, Domenech, un beau passage de Domenech, euh, Camboiré, Aristoui, Gourvenec, Camboiré, Castro, Ahmed Kantari. Nantes, c'est trop Camboiré. Et ouais, hein. Et ouais, pas mal de passages. Un Camboiré, on sait qu'il a fait pas mal de passages dans plusieurs clubs. Même à Nice, hein, 9, j'avoue que je ne saurais pas les citer. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu cette période un peu bizarre, hein.
Donc Favre, Vieira, Urcea, Fabien Galtier, Lucien Favre, le retour aussi, Didier Dicard, Farioli, Francaise et Claude Puel. Kita scandale aussi. Alors Kita, on n'en parle pas forcément. Donc Marseille, on les a cités. Et après, il y a pas mal de clubs à 8 entraîneurs aussi, hein, que ce soit Rennes, Lille, Lyon, Metz et Monaco. Et les plus stables, c'est Angers et Brest avec 4 entraîneurs dans ces clubs. Euh, Il y a souvent 2 passages aussi, hein, de certains coachs, hein. Par exemple, à Rennes, hein, Julien Stéphan, qui est passé 2 fois. À Lille aussi. Alors Lille, pour le coup, il y a 8 entraîneurs différents. Antonetti, Colo, Passy, Bielsa, Galtier, Gourvenec, Fonseca et Bruno Genesio. Lyon, on a Genesio. Il y a pas mal de Genesio, hein. Il est à Rennes, à Lille, à Lyon. À Metz aussi, on a Isberger, Hans, Antonetti, Oignon, Antonetti 2 fois, Bologna, Le Mignan et Tavenot. Et Monaco, Jardim aussi 2 fois, Thierry Henry, Alberto Moreno, Kovac. Pour ceux qui se souviennent aussi, alors on va finir juste, Kovac, Clément, Hutter et Pocognoli. Et pour ceux qui se souviennent aussi, hein, Moreno, on en a parlé lors d'un des lives récemment, il était accusé d'utiliser ChatGPT pour faire ses compositions et toute son organisation en tant qu'entraîneur. euh, Alberto Moreno, l'Espagnol, hein. Genesio, il a fait toute la Ligue 1, abusé. Ouais, Genesio, il fait partie de ces coachs, hein, maintenant, qui commencent à avoir fait pas mal de clubs en Ligue 1. À mon avis, c'est pas fini aussi pour Bruno Genesio, mais il y a pas mal de coachs comme ça, hein. Frédéric Antonetti, Camboire. À qui est-ce qu'on peut penser aussi? Euh, Bah après, c'est des anciens clubs, mais genre Eli Bob, tout ça, qui ont fait pas mal de clubs. Montagnier aussi, il a fait pas mal de clubs en Ligue 1, hein. Euh, Jean-Marc Furlan, n'en parlons pas. Alors lui, c'est entre Ligue 1 et Ligue 2 aussi. Bon, on continue sur cet article et la consommation de l'Olympique de Marseille concernant les coachs et les directeurs sportifs. À la recherche de l'OM, cette période ne constitue pas non plus du jamais vu, comme le graphique suivant le montre, le début des années 2000 avec 7 entraîneurs différents recensés sur la période janvier 2001, janvier 2006 et au moins aussi instable que les 5 dernières années. Nombre de nominations de coach de l'OM par période de 5 ans depuis 2001. Alors, janvier 2001, janvier 2006, 7 coachs. Entre 2006 et 2011, 3. 2011-2016, 4. 2016-2021, 3. Et 2021-2026, 7. Ah oui, c'est pas mal quand même. Au niveau européen, en revanche, l'OM ne fait pas partie des pires élèves, avec bientôt 9 entraîneurs. Marseille reste loin d'un club avec lequel il entretient des relations privilégiées. Le Genoa et ses 16 techniciens usés depuis 2016. Dans un triple passage, d'Ivan Juric, 17 clubs du top 5 européen actuel ont ainsi nommé 10 entraîneurs sur la période, même si cette donnée peut être tempérée. Parmi eux, une bonne partie a connu des relégations, engendrant une instabilité naturelle. Seuls Nantes, Séville, Wolfsburg, l'Udinese et le Celta Vigo et la Fiorentina ont passé la dernière décennie dans l'élite parmi les clubs concernés. Ah, j'étais pas mal, hein. Donc le Genoa, 16 entraîneurs, Juric, Mandorlini, Juric, Ballardini, Juric, Prandelli, Andreazzoli, Motta, Nicolas, Maran, Ballardini, Shevchenko, Blessing, Gilardino, Vira, De Rossi. Catastrophique, c'est catastrophique. J'avais dit, Nottingham Forest, ils sont à 12 coachs. Il y a souvent pas mal de passages, hein. Euh, des passages de 2 fois. Ou sinon, il y a des passages très courts, hein, comme Postecoglou. Voilà, je le disais, en Europe, ouais, il y a pas mal de clubs qui descendent. Et Nantes, hein, qui est deuxième quand même parmi ces clubs, ce top 5 européen, donc c'est quand même assez fou. On a le Real Oviedo, Séville, Cremonese, Nottingham Forest, Sunderland, Wolfsburg, Alaves, l'Hellas Vérone, Cagliari, l'Udinese, Elche, l'Espagnol, le Celta, Pise et la Fiorentina.
Chez les directeurs sportifs, l'OM, fidèle à lui-même, le graphique ci-dessous permet de remarquer que la Ligue 1 fait figure de bon élève avec un seul représentant quand l'Italie en compte 7. On sait qu'en Italie, hein, tous les étés, hein, c'est la valse des coachs. Je crois qu'encore une fois, ça a été 14 ou 15 coachs, un truc comme ça, qui ont changé, 14 ou 15 équipes, pardon, qui ont changé de coach cet été en Italie. Donc il y a pas mal d'instabilité. Quand l'Italie en compte 7 et l'Espagne 6, il en met en évidence un autre constat. Parmi les clubs concernés, chacun n'a joué la Ligue des Champions cette saison. Aucun n'a joué la Ligue des Champions cette saison. L'OM est ainsi le champion de l'instabilité parmi les 22 équipes des grands championnats sur la grille de départ de la dernière C1, à égalité avec Chelsea et Dortmund qui ont utilisé 9 entraîneurs sur la période. C'est vrai qu'il y a Chelsea aussi. Pas mal, hein. La vache. Alors, Chelsea, Conte, Sarri, Lampard, Tuchel, Potter, Lampard, Pochettino, Maresca et Rosenior. Tuchel, Boz, Stoger, Favre, Terzic, Rose, Terzic, Sain et Kovac pour le Borussia Dortmund. Et du côté des directeurs sportifs, la valse marseillaise est également palpable avec 5 directeurs sportifs aperçus à la commanderie depuis 2016. Andoni Zubizarreta, Pablo Longoria, David Frio, Javier Ribalta, puis Mehdi Benassia, en attendant l'arrivée d'un sixième. Mais là encore, ces changements n'ont rien de faux à Marseille où le long règne de José Anigo constitue plutôt une exception qu'une norme. José Anigo, hein, 2005-2014. On se souvient ainsi que le club phocéen a par exemple vu passer 3 directeurs sportifs en 3 ans au tournant des années 2000. Le tandem Dib, Dimeco, Cano, puis Tapi. Contrairement aux entraîneurs, la comparaison est plus périlleuse dans la mesure où les contours sont moins définis et les appellations directeur du football, coordinateur sportif, conseiller sportif varient au cas par cas selon les clubs. Mais on remarque que dans d'autres clubs, cela bouge à ce poste. Le PSG en a connu 4 en 10 ans, Kluivert, Leonardo, Henrique et Campos, quand Rennes a changé cet été pour la 3e année de suite de directeur sportif avec la nomination de Loïc Désiré après Florian Maurice, Frédéric Massara. Donc voilà, c'est ce qu'on disait juste au début de l'article au final. En Europe, c'est pas très choquant de voir l'Olympique de Marseille changer autant de coach ou de directeur sportif. Du coup, qui est président? Alors actuellement, à l'Olympique de Marseille, le président, c'est bien Pablo Longoria. Et le directeur sportif, pour l'instant, il n'y a pas forcément de nom. On parlait de la certaine Sherazade, je ne sais plus le nom. Ça paraît être elle, mais après on verra exactement qui sera la personne fixe à l'Olympique de Marseille. On sait qu'il y a pas mal de changements. On verra ce qui se passe. Est-ce qu'il va y avoir encore du changement? On rappelle que Franck McCourt est présent à la commanderie aujourd'hui. Est-ce que Pablo Longoria sera toujours présent? J'avais un dernier article sur cette Olympique de Marseille concernant les hommes placés par Mehdi Benassia dans ce club de l'Olympique de Marseille. Zaraktari Hurto qui allait venir pour les Bena Boys après le départ de Mehdi Benassia de l'OM. Le directeur du football démissionnaire Mehdi Benassia a placé des hommes fidèles à tous les étages du club. Leur avenir aussi s'inscrit en pointillé. Au cours d'un été où il s'est souvent félicité du ménage effectué en interne, Mehdi Benassia a aussi salué la Dream Team qu'il avait réussi à constituer autour de lui. Cette équipe de dirigeants hyper compétents, selon lui, partageait surtout une qualité essentielle aux yeux de l'ancien joueur de Karagümrük, euh, une fidélité sans faille. Federico Balzaretti est le dernier arrivé. Comme bras droit de Benassia, il pourrait assurer l'intérim sans certitude à plus long terme. Quid des autres fidèles de Benassia? Ben voilà, on nous parlait du président. Donc le président, c'est Pablo Longoria. Et à mon avis, le nouveau directeur sportif, ça devrait être cette personne, hein, Federico Balzaretti, hein, le bras droit de Mehdi Benassia. Pour toi, TKBH8, qui demandait dans le chat. Ali Zarak, responsable de la Pro 2, un destin lié jusqu'à la fin. Arrivé dans les bagages de Stéphane Tessier, avec lequel il avait collaboré dans une société d'agents, le jeune dirigeant, 33 ans, avait senti le vent tourner et il a su miser sur Benassia. Il a accepté d'endosser le sale boulot auprès des joueurs, des agents, des entourages et même des dirigeants des autres clubs. Ce qui lui a créé des inimitiés tenaces. Devenu responsable de la Pro 2, il s'est aussi distingué sur les terrains de France et d'Europe par un comportement outrancier dans les tribunes les jours de match. En privé, il a revendiqué avoir lié son destin à celui de son nouveau mentor jusqu'à la fin. C'est la tendance.
Bob Tari, coordinateur sportif, l'ambitieux. L'ancien athlète de haut niveau a été recruté par Benassia lui-même et les deux hommes ne se sont pas découverts à Marseille. Ils se connaissaient depuis quelques années pour avoir échangé lorsque le dernier était à Metz et le second agent. Initialement chargé du programme Player Care pour faciliter la vie des joueurs en dehors de la commanderie, Tari a vite grignoté des responsabilités supplémentaires de la nutrition à la préparation physique. Cet ambitieux devenu coordinateur sportif a même hérité d'une tâche symbolique importante, la gestion du groupe WhatsApp des joueurs, qui a créé plusieurs crispations cette saison. Les horaires d'entraînement y sont communiqués du jour pour le lendemain, parfois très tardivement, posant des problèmes d'organisation aux joueurs, mais aussi à tous les salariés impliqués, des intendants jusqu'aux cuisiniers. Thomas Hurto, traducteur adjoint, l'ex-partenaire. Coéquipier de Benassia à l'Udinese, l'ancien défenseur a débarqué cet été en catimini dans un rôle de traducteur de Roberto De Zerbi auprès du groupe. Sa parfaite maîtrise de l'italien lui a permis de tout de suite trouver sa place, même s'il a aussi été très vite perçu comme l'homme de Benassia qui est un ami proche au sein du staff. L'œil de Moscou grince certain. Même s'il a toujours nié, l'ancien directeur du football pouvait envoyer des notes vocales à Hurto en plein match pour lui faire part de ses impressions vues des tribunes. Avec le départ du staff pléthorique de De Zerbi, Hurto a hérité d'un rôle auprès de Pancho Abardonado, l'intérimaire. Il était ainsi sur le terrain d'entraînement vendredi dernier en longue discussion avec Pierre-Emile Heuberg. Mais jusqu'à quand? Et après, on a Aziz Madimogne, coordinateur sportif le plus apprécié. Comme Zarak, il est arrivé en provenance de Lorient, lui aussi a su se ranger derrière Benassia, véritable patron du sportif. Sa cohabitation avec Giovanni Rossi, bras droit de Roberto De Zerbi, qui négocie actuellement son départ, aurait dû engendrer des frictions sur les territoires des uns et des autres, mais ce dirigeant plutôt rond a su se rendre utile sans chercher le pouvoir à tout prix. Très apprécié des joueurs, mais aussi du staff, il est reconnu comme un grand professionnel. Il s'est montré essentiel, par exemple, lors des mises au vert à Rome la saison dernière. L'Assa de Titou Asni, directeur du centre à Marseille, à la formation. En conflit larvé avec Marco Otero, finalement débarqué, Benassia a recruté un Marseillais. L'Assa d'Asni pour prendre les rênes du centre de formation. Ancien formateur à Nice, reconnu dans le milieu, Asni a notamment dirigé l'équipe en Youth League qui a été éliminée par le Real Madrid. Il a déjà effectué plusieurs changements, nomination d'Olivier Bijota à la préformation et de plusieurs coachs dans différentes catégories. Oh, j'ai un peu de mal là. Il est chargé de bâtir des passerelles plus durables entre la réserve et le groupe pro. Belabès Bouessi, directeur de la communication, une communication dure. Après avoir effectué plusieurs entretiens avec Benassia, joueur, cet ancien producteur de Beansport a été recruté par Benassia, dirigeant l'été dernier, pour devenir le nouveau directeur de la communication du club sans la moindre expérience dans ce domaine, épaulé par Enrica Tarchi, une ancienne de la Juventus recrutée comme prestataire et qui habite encore à Madrid. Bouessi a très vite durci les relations avec l'extérieur à la demande de son patron. Il a appliqué la politique dite de la collaboration, selon sa propre expression, servant les médias jugés trop proches de la direction en boycottant les médias estimés plus critiques. Un bon dictateur quand même au sujet des médias. Voilà pour notre dossier olympique de Marseille. Je ne sais pas s'il y a d'autres articles sur cet Olympique de Marseille aujourd'hui. En tout cas, on va suivre ça toujours de près. Et on verra l'avenir. On discutera pour le nouveau directeur sportif de cet OM. Et, et on en discutera évidemment. Alors. Ah bah voilà. Parfait. Quand on en discute, on a de nouvelles infos. Parfait. Mehdi Benassia reste à l'OM jusqu'à la fin de la saison et prend le pouvoir. Pablo Longoria déclassé. Trop bizarre. Donc voilà, au final, Mehdi Benassia quitte pas. Tout ce qu'on a dit pendant 2 heures, en tout cas 1 heure et demie, et ça vient d'être mis à la poubelle. C'est ça que j'adore, en tout cas en live, c'est comment on a l'info directement. Mehdi Benassia reste à l'OM jusqu'à la fin de la saison et prend le pouvoir. Pablo Longoria déclassé. Un communiqué publié ce mardi par le propriétaire Franck McCourt a annoncé que le directeur du football de l'OM, Mehdi Benassia, démissionnaire, allait finalement rester dans un rôle élargi. Pablo Longoria, de son côté, voit son champ d'action réduit. Donc en gros, Benassia va prendre la place de Longoria. Revirement de bord total à l'OM, alors que Mehdi Benassia, le directeur
du football avait annoncé dimanche sa démission sur ses réseaux sociaux, le Marocain a finalement accepté de rester en poste au moins jusqu'à la fin de saison à la demande de Franck McCourt. Dans un communiqué publié ce mardi, le propriétaire du club phocéen présent à Marseille annonce en effet que Benassia va piloter l'ensemble des activités sportives et sera en charge du choix du futur entraîneur. Alain est mort, c'est une blague. Mais qui est-ce qui me raconte ce fou? Le rôle de Pablo... Le rôle de Pablo Alain est mort, c'est un blague. D'accord. Le rôle de Pablo Longoria devrait évoluer vers ses responsabilités institutionnelles afin de maintenir la représentation de l'Olympique de Marseille au sein des instances françaises et notamment européennes. Peut-on lire dans le communiqué, cette requalification s'apparente à un déclassement pour l'Espagnol, président depuis le mois de février 2021, et dans la tourmente après des dernières semaines marquées par l'élimination en Ligue des Champions, la large défaite à Paris et la démission de Roberto De Zerbi. En tant que propriétaire du club, je viens à Marseille et prends une fois de plus mes responsabilités pour que le club reste concentré sur ses objectifs. Peut-on encore lire dans le communiqué de McCourt? Sous la supervision de Mehdi Benassia, la nomination d'un nouvel entraîneur sera bientôt annoncée. Mon ambition pour le club reste intacte. Mobilisons-nous au service de l'OM. Donc à mon avis, si Mehdi Benassia reste du côté de l'Olympique de Marseille, possiblement, on peut voir arriver Habib Bey, le coach, l'ancien coach du Stade Rennais. Et donc le voir arriver, on sait ils étaient en contact pour le faire venir, le coach marseillais. Alors est-ce qu'on a le communiqué exact de cet Olympique de Marseille comme ça? On pourra voir s'il y a une info peut-être en plus ou pas du tout. Ok, 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 ok. J'ai pas l'impression, hein. On va peut-être aller sur X pour trouver le communiqué en entier. Voilà, première recherche olympique de Marseille. 14 février, non, 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 bon. Je ne sais pas où est, peut-être Franck McCourt. Si quelqu'un a le communiqué, est-ce qu'il peut me dire où il l'a trouvé? Au moins il quitte le club fin de saison, carré, ça aurait fait un peu de tâche de partir maintenant. Ouais, je suis plutôt d'accord, mais bon, cette espèce de revirement bizarre, je trouve ça assez étrange quand même. Pour Mehdi Benassia, euh, on parlait de ce pacte de Miami, hein, où le trio Benassia Longoria Deserbi a dit que c'était tout le monde reste ou tout le monde part. Bon, après le truc c'est de rester, mais pourquoi faire au final s'il part dans 6 mois? Autant placer une nouvelle personne et préparer la saison prochaine avec des nouveaux dirigeants. Sachant que la fin de saison, bon, il y a encore cette Coupe de France à jouer et la Coupe de France et évidemment ce podium en Ligue 1, toujours abordable pour l'Olympique de Marseille. Mais en tout cas, changement de situation, on a fait 1h30 de live en disant que Marseille partait, et au final, le frérot est toujours présent. Est-ce qu'on reste sur l'actualité Ligue 1 quand même? Alors c'est de la petite actualité, honnêtement, je sais même pas si ça vaut le coup. Sur les clubs qui polluent le plus en Ligue 1, est-ce que ça vous intéresse vraiment? Ou on passe plutôt, j'avais peut-être autre chose, ouais, plus sur Nicolas de Taverneau, ça va être quand même un peu mieux que cette actu pollution. Même si, évidemment, on voudrait des clubs au vert et qu'ils arrêtent de polluer, mais bon, bref. Trouver des solutions. De toute façon, je maîtrise pas du tout le sujet, donc je ne saurais pas en parler.
Sur l'actu Ligue 1, déjà, on parlait de Eli Wahi hier, hein, blessé du côté de l'OGC Nice après le match contre l'Olympique lyonnais. On va juste essayer de savoir donc la durée d'absence de Eli Wahi. On nous parle de plusieurs semaines. Victime d'une entorse à une cheville dimanche soir à Lyon, l'attaquant de Nice Eli Wahi va devoir observer plusieurs semaines d'arrêt. Les premières impressions ne laissent guère place au doute. Dimanche soir, touché à la cheville droite au bout de seulement 15 secondes, quand Hans Atebauer lui a dégagé le ballon sur le pied à bout portant, lors d'OL Nice, Eli Wahi va être absent un long moment, plusieurs semaines selon le joueur lui-même qui a publié lundi soir sur son compte Instagram un message aux supporters des Aiglons. Les larmes d'hier étaient celles de la rage et de la déception à la hauteur de mon ambition avec l'OGC Nice immense. Je me concentre sur une seule chose, tout faire pour revenir le plus vite possible et aider l'équipe à accomplir notre mission. Si la durée exacte de sa blessure n'a pas filtré, sonne comme une très mauvaise nouvelle pour le gym, qui a profité des 3 buts inscrits par Wahi depuis son arrivée début janvier. L'état de sa cheville contraint le corps médical niçois à tenir méticuleusement au courant. Celui de Francfort, où l'ancien international espoir prêté sans option d'achat reste sous contrat jusqu'en 2030. Alors oui, déjà, la tuile pour les Wai. Et en tout cas, si vous souhaitez des nouvelles d'Eli Wai, il y aura la conférence de presse hein, avant Nice-Lorient, donc sûrement vendredi. On essayera de la sortir dans le week-end, hein, ou vendredi soir, ou samedi matin, pour cette conférence de presse, et on essayera d'avoir des infos concernant Eli Wai. Je vais juste faire un petit truc. J'avais l'air un peu haut quand même. Hop. Non, c'est mieux comme ça. Je suis plus visible. Donc ouais, on aura des infos. On se rendra à la conférence de presse de Claude Puel et d'un joueur de l'OGC Nice pour avoir des nouvelles de Eli Wahi, le buteur niçois. Sur la Ligue 1 et Nicolas de Taverneau, on avait ce petit article de Arnaud Herman. Confiance rompue, Calimero et bluff permanent de Taverneau, un départ de LFP Media devenu inéluctable après des semaines de tension. Lorsque Nicolas de Taverneau a annoncé quitter LFP Media, ses relations avec les dirigeants de club s'étaient déjà dégradées depuis plusieurs semaines. L'annonce de la démission de Nicolas de Taverneau de son poste de directeur général de LFP Media jeudi dernier a su surprendre. Elle ne constitue pourtant pas une surprise tant ses relations avec plusieurs acteurs du football s'étaient dégradées ces dernières semaines. Pourtant, quand CVC, le fonds d'investissement à l'origine de la création de la filiale commerciale de la Ligue, avait choisi De Taverneau en avril 2025, tout le microcosme s'était félicité de cette nomination en raison du CV, du réseau et de l'expérience de l'ancien dirigeant de M6. Mais très vite, des frictions sont apparues avec les clubs principalement, mais aussi avec des dirigeants de la Ligue. Nicolas a oublié qu'il avait des comptes à rendre, explique un président de Ligue 1, il n'est pas Dieu. Le premier couac majeur dans la collaboration est intervenu il y a quelques mois quand De Taverneau avait mal pris une question d'Olivier Létang, le président de Lille, sur l'enveloppe de 15 millions consacrée au droit marketing de Ligue 1+, et ce qu'il comptait faire de la somme pas encore allouée. Selon plusieurs protagonistes, De Taverneau avait fini par répondre qu'on lui avait accordé un budget et que si on lui en rognait une partie, il ne savait pas faire. Une démission avait déjà été dans l'air. Loïc Ferry lui a demandé d'arrêter de faire son Calimero. Dans les heures suivantes, CVC avait appelé plusieurs clubs pour s'inquiéter de son possible départ. Ouais, désolé, j'ai eu une petite notification. Je sais plus. Oh oui, de son possible départ. Finalement, les choses étaient rentrées dans l'ordre. Il nous a refait le coup de la démission avec le 9e match abandonné par Bein, poursuit un directeur général de club, quand il lui a été demandé si ça ne valait pas la peine de le proposer à un autre opérateur pour compenser au mieux la partie des 78,5 millions de Bein. Il a dit que si ce match n'allait pas à Ligue 1+, ce serait sans lui. Jeudi dernier, bis repetita en regrettant de ne pas se sentir soutenu totalement par les clubs pour les droits de la Coupe du Monde 2026. Cette sortie a été perçue par certains comme un chantage, mais comme elle a fait rebondir plusieurs membres du conseil d'administration de la Ligue. Factuellement, c'est faux. Que ce soit en collège de Ligue 1 et de Ligue 2 ou en conseil d'administration, les clubs l'ont soutenu totalement, affirme un président. Juan Sartori, président de Monaco, vice-président de Monaco, a eu des mots durs en disant de Taverneau qu'il devait partir. Dit l'un de ses collègues, Loïc Ferry, le patron de Lorient, lui a demandé d'arrêter de faire son Calimero, et Victoriano Melero, directeur général du Paris Saint-Germain et patron du syndicat des clubs de foot unis, a lâché en substance que la confiance était rompue.
Un message porté aussi par Pierre-Olivier Murat de Rodez. Franchement, il y en a ras-le-bol de ce bluff permanent et des menaces de démission, tacle un membre du CA. Son départ est d'autant plus surprenant que personne ne lui en tenait rigueur de perdre les droits de la Coupe du Monde. On était davantage dans le hockey, c'est le business, avançons pour trouver d'autres moyens de développer la chaîne. Ce sera donc sans Nicolas de Taverneau. Voilà pour cette petite article au sujet de Ligue 1+. On verra qui prendra sa succession, hein, parce que c'est plutôt important, je trouve, pour l'avenir du football français et les droits télé. Qu'est-ce qui se passera concernant Ligue 1+. Et surtout, trouver des fonds pour, pour le football français, tout simplement. Alors, Delicat BX, tu penses Galatasaray perd? Non. Moi, j'ai dit que je voyais plus un match nul entre les deux équipes sur ces pronos de Ligue des Champions, entre Galatasaray et la Juventus de Turin. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, hein, comme toi, Délicate, j'avais dit match nul, moi, entre le Galatasaray et la Juve. Je vois pas. Je trouve que la Juve est pas mal en ce moment. Et que Galatasaray, même si, vu que c'est à domicile, ça peut donner un match nul. Atalanta-Dortmund, j'ai mis Dortmund, hein, il me semble que c'est Dortmund à domicile, hein, par rapport à ce que tu nous as écrit dans le chat. Donc Dortmund à domicile, le mur jaune, tout ça. Je trouve Dortmund une équipe inconstante, mais qui est pas mal en ce moment, donc je mettrai Dortmund. Si tu veux mon autre prono entre Benfica et le Real Madrid, j'ai dit le Real Madrid, juste pour venger la victoire de cette phase de ligue et cette défaite 4-2. Et pour Paris et Monaco, je mettrai victoire de Monaco contre victoire du Paris Saint-Germain contre Monaco à Louis II. Voilà. Après, on sait que Monaco est capable de résultats, donc Paris ou nul, ça peut être intéressant. Je sais pas si c'est pour que tu fasses un ticket ou autre chose, mais voilà pour mes pronostics. Euh, Tu me demandes les miens, mais quels sont les tiens surtout? Ça m'intéresse de savoir, comme ça on peut essayer d'en discuter et pourquoi tu nous mets ces pronostics. Je vois que Charlie est aussi présent sur le live. N'hésite pas aussi, si tu souhaites venir discuter avec nous sur ce chat et nous donner tes pronostics pour cette Ligue des Champions et de tous les sujets dont on parle actuellement. Ou alors est-ce que tu nous as déjà quittés? Sinon, on continue pour cette revue de presse. Il est parti. Super. Euh, c'est pas grave, on continue sur cette revue de presse. Il nous restait plus trop d'articles, hein. Il nous reste une dizaine de minutes, donc on va les faire assez vite. Je voulais aller sur Hansi Flick, hein, et la défaite du Barça, on en a parlé tout à l'heure. On reviendra pas dessus, n'hésitez pas à aller voir le replay juste après. Que ça soit sur Twitch ou ça sera sur YouTube évidemment. Hansi Flick conteste le deuxième but accordé à Gérone. Les arbitres sont au même niveau que notre jeu. Battu une nouvelle fois lundi, le Barça s'est plaint de l'arbitrage sur le deuxième but de Gérone. Les Catalans et leur entraîneur Hansi Flick estiment qu'une faute aurait dû être sifflée sur Jules Koundé. Le Barça traverse une semaine difficile après l'humiliation subie au Metropolitano en demi-finale aller de la Coupe du Roi face à l'Atlético de Madrid, 4-0 dans laquelle il s'était déjà plaint de l'arbitrage. Les joueurs d'Hansi Flick se sont à nouveau inclinés lundi soir à Gérone, 1-2, une défaite qui profite au Real Madrid, nouveau leader du championnat espagnol, pour 2 points. Mais selon l'entraîneur allemand, une faute aurait dû être sifflée sur Jules Koundé, qui s'est fait marcher sur le pied par Claudio Echeverri avant que Fran Beltran n'inscrive le second but de Gérone. Après la rencontre, Flick était visiblement frustré par la situation. Pour vous, est-ce qu'il y a faute, a-t-il demandé? Ce à quoi un journaliste a répondu. Pour moi, oui. Merci beaucoup, je n'ai rien à ajouter, a terminé l'entraîneur du Barça. L'ancien sélectionneur de l'Allemagne a expliqué que la prestation de son équipe avait été mauvaise et qu'il ne voulait pas utiliser l'arbitrage comme une excuse, mais il a terminé sa conférence de presse en disant que les arbitres étaient au même niveau que son équipe. Ils font leur travail et parfois ils le font mal, ils sont au même niveau que notre jeu et je crois que ce n'est pas bon. Donc voilà, petit tacle à l'arbitre, petit tacle à ses joueurs aussi de la part du coach allemand. Ouais, le Barça qui est qui est pas dans une très très bonne dynamique en ce moment, hein, qui perd sa place de leader, qui perd 4-0 quand même contre l'Atlético Madrid. On sait que le Barça est capable de perdre, de prendre pas mal de buts.
On verra aussi leur parcours en Ligue des Champions. S'ils font en huitième de finale, ils se font sortir et ça peut vite tourner au vinaigre pour les Blaugrana. Donc voilà. Hier, on parlait aussi du carton rouge de Pierre Kaloulou, Kaloulou, contre l'Inter Milan, le joueur de la Juventus de Turin. Donc, on a cet article hein, de Benoît Aigret, l'arbitre qui a mal expulsé, l'arbitre qui a expulsé Pierre Kaloulou face à l'Inter Milan. Menacé, la police l'incite à rester chez lui. Donc, on parle de l'arbitre. Salut Bulbe, bienvenue sur ce live. Malheureusement, tu arrives un peu tard. Il nous reste euh, que quelques minutes, mais en tout cas, merci pour les likes. Et oui, Benassia de retour à l'Olympique de Marseille, on en a parlé. Donc on disait Benassia qui va peut-être prendre plus de responsabilités. Pablo Longoria qui a été déclassé. On a fait toute 1 heure et demie de live en disant qu'on attendait de voir la suite. Est-ce que Pablo Longoria allait partir après le départ de Benassia? Au final, revirement de situation à l'Olympique de Marseille. Donc voilà, ces 1 heure et demie n'ont servi à pas grand-chose. Mais en tout cas, qu'est-ce que t'en penses, Bulbe? Merci en tout cas pour la rose, ça fait extrêmement plaisir. Qu'est-ce que t'en penses, toi qui es supporter marseillais, de ce revirement de situation concernant Mehdi Benassia, Franck McCourt et Pablo Longoria? Est-ce que tu trouves ça bon ou il fallait pas plutôt désigner un nouveau directeur sportif pour préparer la saison prochaine, même si Marseille a encore des objectifs pour cette fin de saison? Changement de propriétaire en vue. Bon, en tout cas, il n'y a aucun article, aucune rumeur par rapport à ça. Euh, euh, je ne saurais pas dire. Après, on sait que McCourt, hein, il y a quelques années déjà, il y avait pas mal d'histoires comme quoi il souhaitait vendre le club. À un moment, on parlait d'un Saoudien, hein, je crois que c'est un des cousins du prince saoudien qui voulait racheter le club. Donc, euh, donc oui, c'est possible, hein, c'est possible. Hein, on reste toujours à l'affût. Ça s'est un peu calmé, ce genre de rumeurs. Mais évidemment, on restera à l'affût concernant l'Olympique de Marseille. Apparemment, Pablo Longoria a été démis de ses fonctions. Alors, sur l'article en tout cas de l'équipe, j'ai pas pour retrouver le communiqué de Franck McCourt, mais Longoria déclassé, mais il a encore, en fait, il a un champ d'action réduit, hein, lui qui avait un peu les mains, euh, les mains libres hein, du côté de l'Olympique de Marseille. C'est peut-être plus Mehdi Benassia qui a un peu plus de pouvoir et Pablo Longoria qui vient à égalité. Bah après, on sait que c'est un duo. Est-ce que Mehdi Benassia prendra le pouvoir à l'Olympique de Marseille? Bonne question. Je ne saurais pas y répondre. Sachant qu'il se déteste, Benassia Green, il va partir cet été, là, Mason. Ok, donc du coup, on nous parle de Mason Greenwood. Après, le départ aussi de Mason Greenwood du côté. On parlait de Mason Greenwood à l'Olympique. En Arabie Saoudite, hein. Il y a toujours eu ces rumeurs. Euh, Possiblement. Après, si Benassia, normalement, devrait quitter l'Olympique de Marseille à la fin de saison. Donc, est-ce que si Benassia s'en va, Mason Greenwood reste? C'est effectivement la question. Mais du coup, c'est vrai que ce mouvement est quand même bizarre, hein, parce que si Benassia. Bon, enfin, pourquoi rester en fin de saison? Je ne comprends pas. Jusqu'à la fin de saison. Ça veut dire qu'il va prendre un pouvoir total à l'Olympique de Marseille. Penses-tu que l'illégalité face à 3, c'est pour descendre en Ligue 3? Ouais, Bastia est en grande difficulté. À mon avis, ils vont descendre en national plutôt que la Ligue 3 hein, en national. Euh, ouais, même si un match nul contre 3-3, ils sont en mauvaise dynamique en ce moment. On disait 3 défaites, un nul. C'est pas très bon, mais bon, Bastia n'engrange pas de points. Et après, devant, ça n'avance pas, donc ils ont encore cette marge. Mais la fin de saison arrive à petits pas et je vois les Corses descendre. Honnêtement, je leur souhaite pas. Ça, c'est. J'ai pas forcément d'avis sur ça, mais oui, je les vois descendre quand même en national, hein. Ils ont été derniers, il me semble, toute la saison hein, de Ligue 2. Ça se vend combien un Greenwood 2 fois meilleur buteur de Ligue 1?
Ah, bonne question. Bonne question. Le prix de Greenwood, meilleur buteur de 2 fois meilleur buteur de Ligue 1. Après, est-ce qu'il y a des clubs assez fous? 40? 40-50 millions? Sachant qu'un Sidiki Sheriff a été vendu 35 millions d'euros. Euh, ou un peu moins, il me semble. Mais un buteur de la trempe de Greenwood, euh, honnêtement, ouais, 40-50 millions. Je pense que c'est jouable. C'est des clubs anglais, 120 minimum. Oui, bien sûr. Oui. Greenwood, c'est 120 minimum. Il est fou, ce mec. C'est le prix de ton club. Euh, Eh non, c'est pas 75 millions, il est fou, ce mec. Kader Milité, il a été vendu pour 25. Sachant que Robinova, ça a été vendu pour 25 millions d'euros. Donc, Greenwood. Greenwood, ouais, je pense que c'est ouais, 50 millions. 50 millions, c'est pas mal déjà quand même. Je dirais un peu moins. C'est genre 40 millions avec des bonus. 75 millions, mais il est fou, lui. Mais ça a été vendu pour 30 millions d'euros. Et c'est un crack. C'est sûrement un crack, mais Je vous, PP 80 millions, Greenwood 40. Il faudrait lui rappeler combien il était estimé par Transfermarkt avant ses débords judiciaires. Ouais, sachant qu'il était du côté de Retafe, il me semble. Euh, 120 minimum, et vous êtes des malades, les gars. Et il était surcoté, hein. Si on parle de Greenwood à Manchester, bon, c'était un bon joueur, j'aimais bien, hein, mais 120 millions, calmons-nous, les amis, hein. Je suis fâché, je vais manger. Bah, moi aussi, je vais aller manger. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bon, j'avais un petit article sur Anthony Martial, mais bon, exilé du côté de Monterrey. On s'en fiche un peu. Et là, on aura la liste de Laurent Bonadei pour les féminines, les bleus féminines, hein, pour la campagne de qualification à la Coupe du Monde 2027. On aura le temps d'en reparler quand on aura la liste. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce live. On se retrouve demain 10h midi pour l'actu du jour. On parlera des matchs de Ligue des Champions, le Monaco PSG. On y reviendra. On parlera des matchs du soir. Je ne sais pas exactement ce qu'on aura pour mercredi soir. Merci à tous d'avoir été présents. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux. Pour ceux qui étaient présents sur Twitch, n'hésitez pas aussi à follow, à venir discuter pour la prochaine fois. Le Live Football Manager, évidemment, il arrivera cette semaine, un soir. Et normalement, Farmer Streak aura lieu demain après-midi pour tous ceux qui souhaitent venir parler de Ligue 1. En tout cas, il est midi, je vous souhaite un bon appétit. Et on se retrouve demain. Passez une bonne journée les amis et force à tous ceux qui sont au travail. Ciao les amis!